dit « Qui croit sans raison est un sot, mais qui nie sans savoir est un fou. Cherche la vérité, tu trouveras la lumière. » Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. On vous souhaite à tous un excellent vendredi sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Merci d'être là. Merci d'être branché sur le www.radiox.com. Merci d'être branché sur notre page Facebook Radio X Files. Mon cher Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. Ça frette! Oui, hein, ça frappe, là, surtout quand on a passé quelques jours dans le sud comme toi. Oui, monsieur. C'est pas grave. On revient puis on met des petites combines puis tout le monde est heureux. T'en as profité quand même? Oui, ça a bien été. J'ai pensé un petit peu à toi. Ah. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre heureux? Hein? Tu m'as envoyé une photo. Habillée? Oui, une photo habillée, mais quand même d'une jeune femme se livrant comme ça, profitant du soleil, comme on peut dire. J'ai pas vu cette photo-là, moi. Faut dire que j'étais seul, hein, Christian, là-bas? Ah, je te comprends. Ça a bien été avec Raphaël? Oh oui, ça a été très, très bien. J'en doutais pas une seconde. Quelle incroyable femme, cette Raphaël. Oui, puis ça tombait. La situation était bien parce qu'on avait une excellente entrevue. Oui. Et puis donc j'imagine que tout ça c'est très bien passé. Je pense qu'elle en a profité. Je pense qu'elle a beaucoup apprécié aussi. Bon, ben en plus c'était avec toi. Quelle chance qu'elle avait d'être avec toi. C'est remarquable. Ce soir, le sujet de la soirée, c'est l'étrange affaire Dyatlov. Déjà 60 ans. Oui, et c'est amusant parce que c'est une de mes histoires favorites. Hein, je dois te raconter que cette histoire-là, de la façon dont j'ai appris ça, je ne connais l'histoire Dyatlov que depuis une dizaine d'années maintenant. Je me trouvais à l'époque, je tournais la série À la recherche des reliques saintes, et je me trouvais au mont Ararat, où on raconte que l'arche de Noé serait sur la montagne. Et ça se trouve en Arménie, en fait dans la partie là, est de la Turquie. Et on est tout près de la frontière de la Russie, près de la frontière de l'Iran, près de la frontière de l'Irak. Donc tous ces pays-là font un peu comme un enclave autour de cette partie-là de la Turquie. Et évidemment, il y a beaucoup d'échanges entre les militaires locaux avec les militaires de d'autres pays. Et voilà, je me retrouve avec durant une soirée, il y a notre guide qui est là, l'équipe de tournage. Et puis il y a avec nous un militaire qui parce que l'endroit est très militarisé, donc il y a un militaire qui est là, qui lui a côtoyé un peu les militaires russes. Et là, il nous demande comme ça, il dit, OK, vous faites quoi, vous? Là, nous, on dit, écoute, on fait un documentaire sur les reliques saintes, tout ça, on cherche des mystères, tu sais. Fait que là, il me dit, vous êtes des chasseurs de mystères, oui. Et là, il me dit, est-ce que vous allez enquêter sur l'affaire Dyatlov? Et je dois t'avouer, au moment où il me lance ça, on est en 2007-2008, j'ai jamais entendu parler de cette histoire Dyatlov. Alors, je lui pose la question, l'histoire Dyatlov, et là, il me la raconte. Un peu différente de la véritable histoire. Là, on voit que son imagination s'était laissée emporter. Là, il devait être une quinzaine, puis là, il raconte un peu cette histoire-là. Mais néanmoins, la trame de fond restait la même. Et quand j'écoutais ça, je me disais, c'est tellement incroyable que ce qu'il me raconte doit être une espèce de légende urbaine. Et puis de retour à Montréal, je commence à faire ma propre enquête et je découvre en effet que l'affaire Dyatlov, c'est une vraie histoire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on en parlait beaucoup moins. Faut comprendre que avant la perestroïka, avant les échanges assez ouverts avec la Russie, tout ce qui venait de l'ancienne Union soviétique, on avait à peu près accès à rien de ça. Ouais. Et là, donc, on commençait de plus en plus à avoir de l'information qui nous arrivait de la Russie. L'affaire Dyatlov était l'une de ces histoires-là. Aujourd'hui, bon, on va revenir un peu plus tard avec ça, mais on s'est même inspiré de cette histoire-là pour faire un film. Donc, il y a abondamment de matériel qui tourne sur l'affaire Dyatlov. Et j'étais pris par cette énigme-là, parce que les énigmes historiques, c'est le sujet qui me passionne le plus. Non pas que je suis pas intéressé par les histoires de fantômes ou les histoires d'ovnis, mais dans le cas des énigmes historiques, on en a déjà parlé au micro,
c'est qu'il y a un événement sur lequel on a une certitude absolue. Hein. Rappelle-toi quand on avait parlé de Jack l'Éventreur, même si on ne connaît pas l'identité de l'assassin, même si on spécule sur toutes sortes d'éléments, il y a quand même une vérité sur laquelle on ne peut pas jouer. 5 femmes, minimalement, ont été assassinées dans les rues de Londres en 1888. Et elles ont toutes été assassinées par un seul et même assassin. Donc, cet événement-là, c'est l'événement historique. Ensuite, on peut spéculer autour qui était l'assassin, pourquoi, les motivations, mais l'événement historique reste inaltérable. Et c'est pourquoi, comme on peut dire, il y a de la viande autour de l'os. Et dans le cas de l'affaire Dyatlov ou de n'importe quelle énigme historique, c'est toujours ça. On a un événement à la base sur lequel on ne peut pas revenir. Et dans l'affaire Dyatlov, on aura toute l'occasion d'en reparler. Donc, pour les gens qui nous écoutent ce soir et qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, ça se résume à peu près comme suit. On est dans la nuit du 1er au 2 février 1959. Ce qui veut donc dire, Yannick, tu te rends compte qu'au moment où on se parle, il y a 60 ans, jour pour jour, heure pour heure, les 9 membres du groupe Dyatlov viennent de mourir. C'est quand même troublant, là. Au moment où on se parle, si on reculerait 60 ans en arrière, depuis 3 ou 4 heures, les membres du groupe Dyatlov sont dans la neige, ils sont morts. Donc, qu'est-ce qui se passe? On est donc dans cette nuit du 1er au 2 février 1959, vers à peu près 22 heures. Et ça se passe dans l'Oural, donc au centre on est à peu près à 550 km de Sverdlovsk. Aujourd'hui, c'est la ville d'Ekaterinbourg. Hein. La ville s'appelait Ekaterinbourg avant la révolution bolchevique. Après la révolution bolchevique, elle est devenue la ville de Sverdlovsk et depuis quelques années, elle a repris son nom d'Ekaterinbourg. Donc, on a un groupe de jeunes qui sont partis de ce Sverdlovsk et là, on est à 550 km au nord de Sverdlovsk. On est à peu près au centre de la Russie. On est dans l'Oural. Les jeunes décident de rejoindre une montagne. Ils font ce qu'on appelle du trekking. Hein. C'est du trekking en montagne, c'est du trekking sauvage. Ils ont des skis. Et là, donc, leur objectif, c'est de rejoindre une montagne qui s'appelle le mont Otterten. Et dans cette nuit du 1er au 2 février, ils sont à peu près à une dizaine de kilomètres de leur objectif. Ils vont s'arrêter sur une montagne, le mont Olachal. Localement, on a des autochtones Mansi qui l'appellent Kolatsiakal. C'est assez amusant parce que Kolatsiakal veut dire la montagne des morts ou la montagne des 9 morts. Parce qu'il y avait des chasseurs autrefois qui sont morts sur la montagne, au nombre de 9. Et donc les Mansi, ce sont un groupe d'autochtones locaux qui sont descendants des Mongols. Et eux appellent la montagne des morts. C'est assez amusant parce qu'on a comme 2 noms qui sont un peu rébarbatifs. Hein. Ouais. Là où les jeunes vont mourir s'appelle la montagne des morts. Et la montagne qui est leur objectif, le mont Otterten, en langue Mansi, signifie « ne va pas là ». Donc, ils ont choisi 2 montagnes qui seront lourdes de sens. Donc, dans cette nuit du 1er au 2 février 1959, je vais y arriver, il est à peu près 22 heures, nos jeunes sont dans une tente, et pour une raison, et on pourra spéculer là-dessus durant l'émission, mais pour une raison qui reste encore inconnue, ils vont sortir de la tente en toute vitesse. Ils vont même déchirer la toile de la tente, ils sont tous réunis, il s'agit de 7 hommes et de 2 femmes, ils ont tous à peu près 20 ans, sauf un d'entre eux qui est un peu plus âgé, qui a 37 ans. On va revenir un peu d'ailleurs sur cet individu, un certain Zolotaryov. Donc, le groupe est réuni, 7 hommes, 2 femmes dans la tente. Vers 22 heures, pour une raison inconnue, ils vont déchirer la tente de l'intérieur. Ils sortent très rapidement de leur abri. Il fait à ce moment-là, à l'extérieur, moins 25 degrés. Donc, vous pouvez tester là à Québec, sortez dehors, là, on a à peu près cette température-là. Ils sortent à l'extérieur, il fait moins 25 degrés, on est à flanc de colline. C'est même pas une montagne, hein, le mont Kolatsiakal, c'est même pas une montagne, c'est une colline. Ils sont donc à flanc de colline, ils sortent, ils sont terrifiés. Alors, ils vont courir dans toutes sortes de directions. En fait, quand je dis courir, c'est pas tout à fait vrai. Ils vont s'éloigner de la tente à grande enjambée, mais sans vraiment courir. Ils quittent la tente. Et ce qui est le plus surprenant, ils sont faiblement habillés. La plupart d'entre eux n'ont même pas de chaussures. Hein. Ils sortent littéralement en chaussettes à l'extérieur. Ils vont gagner un boisé qui se trouve à 1,5 km de la tente.
Ils vont rester là pendant un certain temps, pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes. Et ensuite, ils vont se séparer. 2 personnes vont mourir à ce moment-là. Donc, 2 des membres du groupe vont mourir d'hypothermie. Ceux qui restent, donc les 7 derniers survivants, 3 d'entre eux vont tenter de retourner à la tente. Les 4 autres vont se réunir et former un petit groupe à eux seuls et vont s'éloigner dans une autre direction. Et ils vont tous mourir d'hypothermie. 4 d'entre eux vont tomber ensemble dans le fond d'un ravin. Donc, ils vont mourir à la fois d'hypothermie et des blessures qu'ils se sont eux-mêmes occasionnées en tombant dans le ravin. Les 3 autres vont mourir sur la route en direction de la tente qu'ils vont essayer de regagner. Les corps seront retrouvés, les premiers corps seront retrouvés à peu près 2 semaines, 3 semaines après l'événement. Les autres, on parle pratiquement de 2 mois avant de les retrouver. Les rapports d'autopsie indiquent que tous ces gens-là, tous ces jeunes, sont morts d'hypothermie. Et à l'époque, en 1959, on avait chargé un ancien enquêteur du département des enquêtes criminelles de Russie de faire la lumière sur l'affaire du mont Olachal. Et il avait conclu son rapport, et tu comprendras, c'est la porte ouverte au mystère. Il conclut en disant, ces jeunes, sont tous décédés par hypothermie. Ouais. Quant à la raison pourquoi ils ont quitté leur tente, ils ont visiblement cédé à une force inconnue, irrésistible. Alors, tu comprends, ce sont les derniers mots du rapport de ce Lev Ivanov, qui avait été chargé de l'enquête. Une force irrésistible, inconnue. Alors évidemment, on va spéculer, ce sont des extraterrestres, c'est le Yéti, c'est une mission russe, ce sont des services secrets, c'est les Américains qui les ont assassinés, parce que pour les Russes, dès qu'il y a un drame quelque part qui se joue, il doit y avoir des Américains dans le truc, il doit y avoir quelque chose, une messe basse, une organisation secrète. Donc, on a à peu près imaginé toutes les hypothèses possibles, certaines vraisemblables, d'autres tout à fait farfelues. Au moment où on parle de plus de 70 hypothèses différentes pour expliquer, entre guillemets, la débandade de ces jeunes sur le mont Olachal. Et c'est amusant parce qu'au moment où on se parle, aujourd'hui même, tu comprendras que notre émission est d'autant plus d'actualité parce qu'on est littéralement 60 ans jour pour jour après l'événement de ce qu'on a appelé éventuellement le col Dyatlov. Parce que le col Dyatlov, pourquoi? Parce que le leader du groupe s'appelait Igor Dyatlov. Donc l'endroit ensuite est devenu l'endroit du drame Dyatlov et le passage entre les collines, qui est un passage qui est utilisé par les groupes autochtones locaux, est devenu maintenant le col Dyatlov en mémoire du drame survenu sur la montagne. Donc aujourd'hui même, un peu plus tôt dans le courant de la journée, le parquet russe a annoncé qu'il allait rouvrir l'enquête sur la mort des 9 du membre Dyatlov. Donc, 60 ans après, les autorités reconnaissent qu'elles n'ont pas donné au public les réponses qu'elles attendaient de cette enquête. C'est vrai que Lev Ivanov, celui qui avait été chargé de l'enquête en 1969, n'a jamais vraiment commenté cet événement-là. On va revenir d'ailleurs un peu là-dessus plus tard dans l'émission. Il l'a commenté à une seule reprise et il parlait de trucs assez bizarres. Mais ce qui est surtout sorti des quelques commentaires que Ivanov a fait à propos de l'affaire Dyatlov, c'est de dire « J'ai senti de la part des autorités une pression pour que je conclue rapidement mon enquête. » Donc, on n'en sait pas davantage. Moi, pour te ramener au moment où je commence à m'intéresser à l'affaire Dyatlov, on est en 2007-2008, suite aux confidences de ce militaire arménien qui m'avait parlé de cette affaire-là, j'ai mené de nombreuses recherches, j'ai communiqué parce qu'il faut savoir que à Ekaterinbourg, en l'ancienne ville de Sverdlovsk, d'où le groupe était parti en 1950, le 26 janvier 1959, il y a une petite fondation qui s'appelle la Fondation Dyatlov, qui est entretenue par des passionnés de l'affaire Dyatlov. Parce que tu comprendras que pour les Russes, tout le moins pour les gens de Sverdlovsk, l'affaire Dyatlov, c'est un peu pour les Londoniens l'affaire Jack l'Éventreur. Tu comprends? On se réunit, on en parle, on essaie d'émettre des hypothèses, d'essayer de savoir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et ces gens-là, ce petit groupe, la Fondation Dyatlov, ce sont des passionnés de l'affaire Dyatlov. Ils ont de très nombreux documents. Ils m'ont communiqué tous les documents qu'ils avaient, la plupart étant écrits en cyrillique, l'écriture russe. J'ai dû faire traduire la plupart de ces documents-là. Et au moment où je te parle, parce qu'on va revenir là-dessus, j'ai devant moi justement les rapports d'autopsie des victimes, parce que l'une d'entre elles, on va revenir sur les événements. Et
Donc, j'ai eu accès à tous ces documents-là. Ces gens-là ont une quantité incroyable d'éléments également, d'artefacts. Ils ont d'ailleurs la fameuse tente qui était utilisée par le groupe Dyatlov. Tente qui, je te le rappelle, qui à l'époque avait été déchirée de l'intérieur. Hein. Les gens, dans la tente, ont pris des couteaux, ils ont déchiré la toile pour sortir plus rapidement de la tente. Pour quelle raison? C'est la porte ouverte aux spéculations. En fait, je te dirais, Yannick, que ces gens-là ont réagi comme on réagirait si on était victime d'une avalanche. Imagine-toi que tu es dans ta tente et une coulée de neige va recouvrir la tente. Tu te réveilles donc avec tes amis, t'es comme pogné littéralement sous la toile. Ouais. Alors évidemment, on ne cherche pas l'entrée de la tente. On fouille autour de nous, on tombe sur un couteau, on déchire la toile. On sort de la tente. Et ensuite, ces gens-là ont, de peur peut-être d'une autre coulée de neige, ils se sont enfuis rapidement de peur d'être pris dans cette seconde avalanche, cette seconde coulée de neige, et ils se sont réfugiés auprès dans une région où il y avait plus d'arbres, plus boisée. Et ensuite, quand ils ont compris qu'il n'y avait pas d'autres coulées de neige, ils ont tenté de retourner à la tente. Tout ça fait sens à un détail près. Il n'y a jamais eu d'avalanche. Quand on a retrouvé la tente du groupe Dyatlov, elle était affaissée sous la neige. Mais c'était la neige des derniers jours qui avait recouvert la tente et qui avait entraîné son affaissement. Il n'y avait pas eu de coulée de neige, il n'y a pas eu d'avalanche. Autour de la tente, on a retrouvé parce qu'on est en randonnée, on fait du ski, on a donc des bâtons. On a retrouvé les bâtons debout, les skis plantés dans la neige, comme les jeunes les avaient laissés au moment de se mettre à couvert sous la tente. S'il y avait eu une avalanche, une coulée de neige, tu comprendras que ces bâtons, ces skis auraient été emportés. Mais ces objets-là étaient intacts. Donc, ils réagissent comme s'ils avaient eu peur ou s'ils avaient été victimes d'une avalanche. Mais il n'y a pas eu d'avalanche. J'aurais peut-être pensé à, je sais pas moi, un ours qui se pointe dans l'embrasure de la porte. Et tu comprends que ça, dans cette hypothèse-là, il faut savoir que lorsque les enquêteurs sont arrivés sur place, comme je te l'ai mentionné, il n'a pas eu de coulée de neige, ouais. Ça c'est certain. Et qui plus est, le leader du groupe, Igor Dyatlov, était un passionné des randonnées en montagne de ce type-là. Il en avait fait plusieurs. Et en fait, il avait parcouru plus de 300 kilomètres à travers différentes expéditions entre guillemets, du trekking. C'était un spécialiste en fait des expéditions en terrain montagneux et en terrain difficile. Il avait volontairement installé la tente sur le versant du mont Kholat-Syakhl. Il l'avait installée sur une pente qui faisait à peine 15 degrés. Or, pour avoir une avalanche, il faut que la pente soit beaucoup plus prononcée. Donc, au moment d'installer la tente, Igor Dyatlov et ses compagnons savent qu'ils sont à l'abri d'une coulée de neige ou d'une avalanche. Et pourtant, ils vont réagir exactement comme s'ils avaient craint une avalanche. C'est quand même très étonnant. Quand les enquêteurs vont arriver sur place, tu as parlé de éventuellement de la possibilité qu'ils aient été effrayés par un animal. On va retrouver autour de la tente, menant jusqu'au boisé, on va retrouver 9 paires d'empreintes, et ces 9 paires d'empreintes sont celles du groupe. Il n'y avait donc pas d'animal, il n'y a pas eu d'animal qui s'est présenté là, et il n'y a pas eu non plus un contingent militaire, parce que l'une des hypothèses les plus souvent évoquées, c'est un contingent militaire. Donc les jeunes auraient été surpris au milieu d'une opération militaire, et on les aurait exécutés, ou on les aurait éloignés de leur tente dans l'obscurité, pour être certain qu'ils ne retrouvent pas leur chemin, et que l'hypothermie les emporte. Alors non, il n'y avait que les empreintes de ce groupe-là qui ont quitté la tente, comme je l'ai mentionné, rapidement sans réellement courir. Et comme je l'ai dit ce matin, plus tôt dans la journée, le parquet de Russie a annoncé qu'il allait rouvrir l'enquête sur l'affaire Dyatlov. On n'a pas apporté les réponses que les gens souhaitaient, parce que tu comprendras que dire que les jeunes ont cédé à une force inconnue irrésistible, ce n'est pas une réponse. Le parquet de Russie a fait savoir qu'ils allaient enquêter sur, ils ont mentionné notamment qu'il y avait 75 hypothèses
qui avait été proposée, et eux vont enquêter sur 3 ou 4 hypothèses qui sont les hypothèses les plus vraisemblables. Et au moment où on se parle, ils sont déjà à se préparer, ils sont déjà à monter une équipe qui va retourner au col Dyatlov, prendre des photographies, essayer de savoir un peu ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant également, c'est faut savoir qu'à l'époque, il y avait eu 2 enquêtes. En fait, j'ai mentionné l'enquête de Lev Ivanov, qui est l'enquête officielle, mais on sait que le KGB à l'époque avait monté un dossier sur l'affaire Dyatlov. Ce dossier n'a jamais été rendu public. Ça ne veut pas dire qu'il contient de l'information très pertinente. Faut se rappeler qu'à toutes les fois où on a parlé d'OVNI, par exemple, on a beaucoup spéculé sur les dossiers de l'armée américaine. Ils doivent cacher toutes sortes de trucs. Ou ça a été le cas aussi avec JFK. Les théoriciens du complot ont fantasmé sur toutes sortes de trucs. Et pourtant, quand ces dossiers-là ont été rendus publics, que ce soit ceux de JFK, que ce soit ceux des OVNI, les gens ont été déçus de découvrir que ces dossiers-là, finalement, ne contenaient à peu près rien. Et au moment où on se parle, là, on en a beaucoup parlé à partir de l'automne dernier. On a même fait une émission pour en parler, c'était en novembre dernier, sur la publication de centaines de milliers de pages qui, jusqu'à maintenant, avaient été gardées secrètes sur l'affaire Kennedy, qui finalement ne révèlent à peu près rien de ce que l'on savait déjà. Donc, il faut éviter de fantasmer trop sur le dossier du KGB concernant l'affaire Dyatlov, mais espérons que cette nouvelle enquête menée par le parquet de Russie va éventuellement permettre la publication de ces documents qui sont conservés au KGB. Maintenant, le KGB a changé de nom, ça s'appelle le FSB, mais on sait que ces dossiers-là n'ont jamais été rendus publics. Est-ce que ça contient de l'information pertinente sur ce qui aurait pu se passer ce soir-là sur le versant du mont Lachal? Pour l'instant, restons les doigts croisés. Une équipe va se rendre sur place, on va enquêter. Il faut savoir qu'au lendemain de l'affaire Dyatlov, Yannick, on avait fermé l'endroit. L'endroit est devenu inaccessible pendant 3 ans. Donc, les services de renseignement, le KGB, la police russe ont littéralement bouclé le secteur et l'embargo n'a été levé que 3 ans plus tard. C'est assez amusant parce que la presse aujourd'hui, lorsqu'ils ont annoncé la réouverture de l'affaire Dyatlov, les médias disaient la Russie va enquêter, rouvre un dossier criminel vieux de 60 ans. Mais l'affaire criminelle, il n'y en a pas. Je pense que l'expression criminelle a été ici un peu galvaudée. Mais d'ailleurs, les autorités russes l'ont bien mentionné. Rien ne permet de croire que les membres du groupe Dyatlov aient été victimes d'un acte criminel. Donc, ça ne fait pas partie des hypothèses de base. Les hypothèses qu'ils vont essayer qu'ils envisagent, ce sont des hypothèses qui sont liées à des causes naturelles. Mais qu'est-ce qui aurait pu amener ces jeunes à paniquer de la sorte? C'est vraiment très curieux. Et c'est amusant parce que, amusant, j'utilise toujours un peu cette expression-là qui n'est pas forcément bien définie ici, mais ce qu'il y a de troublant dans cette affaire-là, c'est que l'an dernier, donc en 2018, les membres la famille d'un des membres du groupe Dyatlov, la famille d'Alexander Zolotaryov, donc celui qui était le plus âgé, celui qui avait 37 ans, donc qui avait quand même une quinzaine d'années de plus que les autres membres du groupe. Il faut savoir que les membres du groupe, les 9 du groupe Dyatlov, sur ce nombre-là, 8 d'entre eux étaient des étudiants de l'école polytechnique de Sverdlovsk. Ils fréquentaient ou avaient fréquenté l'école polytechnique de Sverdlovsk, sauf ce Zolotaryov. Zolotaryov, plus âgé, lui, il avait d'ailleurs été décoré lors de la bataille de Stalingrad. C'était un ancien membre des forces militaires. Il avait aussi un peu flirté avec les services de renseignement du KGB. Donc, il est un peu comme le chien dans le jeu de quilles. Et ce qui est assez surprenant, donc, il a rejoint, d'ailleurs, il est inconnu des autres membres du groupe. Il a rejoint le groupe à la gare de Sverdlovsk. Il est un ami d'Igor Dyatlov. Donc, le seul au sein du groupe qui connaît Alexander Zolotaryov, c'est Igor Dyatlov. Donc, ce Zolotaryov a mentionné à Igor Dyatlov au cours d'une discussion précédente que Dyatlov lui a dit on se prépare à faire un trekking en montagne, on va aller dans l'Oural, notre objectif c'est le mont
Intertel, et Zolotaryov a demandé à les accompagner. Pour quelle raison? L'aventure, peu importe, mais quoi qu'il en soit, il est un peu, comme je te le mentionne, un peu l'élément perturbateur, là. Si on parle au niveau des théories, c'est l'élément un peu bizarre. Et l'an dernier, ce qui est assez surprenant, dans le rapport d'autopsie de Zolotaryov, le médecin légiste mentionne que Zolotaryov avait sur la main un tatouage entre l'index et le pouce. Et la famille de Zolotaryov ne se rappelle pas que Zolotaryov ait eu un tel tatouage. Alors, ils ont demandé à faire exhumer le corps. Et ça s'est produit l'an dernier. On a exhumé le corps d'Alexander Zolotaryov. Et au moment de l'exhumation, on a constaté que le crâne qui était dans qui était dans la fosse, que le crâne était bel et bien celui de Zolotaryov. Donc, il y a des éléments morphologiques qui montrent bien que c'était le crâne de Zolotaryov. Ce qui surprend, et là, évidemment, il faut mettre un énorme bémol là-dessus, on a fait rapidement, entre guillemets, rapidement, c'est un peu à la sauvette, on a fait un test d'ADN qu'on a comparé avec la nièce de Zolotaryov, donc la fille de sa sœur. Et on n'a trouvé aucune correspondance ADN. Alors, tu comprendras que c'est quand même surprenant qu'on n'ait pas trouvé un lien familial au niveau de l'ADN. Bon, évidemment, cette analyse ADN est très controversée, très contestée. Les experts ont dit qu'il faudra avoir une deuxième opinion. Il faudrait être bien sûr que l'ADN a été bien préservé, bien séquencé pour pouvoir tirer une telle conclusion. Mais très rapidement, je dirais dans les 48 heures qui ont suivi l'exhumation du corps de Zolotaryov, cette analyse ADN a été faite et on n'a pas trouvé de correspondance. Alors là, évidemment, l'hypothèse, est-ce qu'on avait mis quelqu'un, est-ce que ce Zolotaryov qui est dans la tombe serait un usurpateur? Est-ce qu'il y avait est-ce qu'on aurait placé un corps ou un individu, un cadavre parmi les autres cadavres pendant que Zolotaryov aurait pris la fuite avec la connivence des services de renseignement soviétiques? Ça n'a fait que ajouter davantage à cette extraordinaire énigme qu'est l'affaire Dyatlov. Écoute, je pourrais t'en parler comme ça pendant des heures. On voit que tu es un passionné. Je suis passionné de cette affaire Dyatlov. Et ce qui m'agace dans cette histoire-là, Yannick, et je pense que les auditeurs me connaissent assez bien pour ça, je suis pas le genre à favoriser le surnaturel, le fantastique, l'extraordinaire. Même certains me décrivent davantage comme une espèce de sceptique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais quand même, c'est vrai que j'essaie de faire preuve de beaucoup de sens critique par rapport au paranormal. Et ce que j'aime dans les énigmes historiques, c'est de jouer un peu les Sherlock Holmes. Et je te dirais que la plupart du temps, 9 fois sur 10, j'arrive à trouver une assez bonne explication à ce qui s'est produit. Et dans le cas de l'affaire Dyatlov, je n'en ai trouvé aucune. Il y a tout le temps quelque chose qui cadre pas. Donc, ils agissent comme s'il y avait eu une avalanche, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'avalanche. Et au moment d'installer la tente, Dyatlov sait qu'il ne peut pas y avoir d'avalanche. Donc, à toutes les fois où on émet une hypothèse, il y a des éléments qui pourraient aller en faveur de cette hypothèse, mais d'autres éléments, malheureusement, qui clochent. Et c'est assez amusant parce que quand on regarde l'ensemble des hypothèses qui ont été évoquées, on en a plus d'une 70 hypothèses qui ont été évoquées pour l'affaire Dyatlov. Je suis toujours surpris de voir à quel point les gens qui font la promotion de l'une ou l'autre de ces hypothèses sont toujours très bons pour défendre leur hypothèse et très rapidement discréditent les autres hypothèses, alors que quand on regarde leur hypothèse, il y a souvent des maillons faibles. Jusqu'à maintenant, Yannick, je te dirais que je n'en ai pas trouvé une seule qui permet de répondre à l'ensemble des questions que soulève cette très curieuse, très mystérieuse affaire Dyatlov. On aura l'occasion d'y revenir avec Jocelyn F. Keller qui sera Voilà, ce sera notre invité, Jocelyn Keller, avec lequel on s'est entretenu il y a quelques semaines, 2-3 semaines à peu près. Il nous avait parlé de la disparition de ses gardiens dans le phare de l'île Moore, dans les îles Flannan, en Écosse. Et comme je parlais de l'affaire Dyatlov aujourd'hui, comme Jocelyn Keller considère cette histoire du Dyatlov comme l'une des meilleures énigmes historiques, d'ailleurs on se rejoint tout à fait là-dessus, j'ai pas pu résister, même si ça fait quand même seulement 2 ou 3 semaines qu'il est à l'émission, j'ai pas pu résister à l'envie de recontacter Jocelyn pour que l'on puisse discuter ensemble de cette histoire de l'affaire Dyatlov, affaire qu'il avait traitée dans l'un de ses dossiers là, qui était dossier inexpliqué là. Il avait parlé, il avait consacré un chapitre à l'affaire Dyatlov. Donc on s'est entretenu, on a parlé de cette histoire-là. Donc 60 ans après, qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelles sont les hypothèses, qu'est-ce qu'on peut tirer, qu'est-ce que l'on sait, qu'est-ce que l'on ne sait pas. Donc les gens pourront entendre cette entrevue dans la deuxième partie de l'émission.
Page, t'es-tu prêt pour le prochain sujet? Parce que là, j'ai trouvé des choses. Ben, vas-y. À ne pas faire à la maison, faire des recherches sur la Terre plate. Ouais. C'est dangereux ce que j'ai fait. J'ai été sur Google, j'ai tapé Flat Earth. Sais-tu il y a combien de résultats qui ont sorti? Sûrement des milliers. 584 millions de résultats sur la Terre plate. Et tu sais quoi? J'ai sorti les arguments des platistes. Juste avant d'aborder tes arguments, Yannick, tu sais que d'ailleurs, ça faisait partie d'une de mes actualités de la semaine, mais là, on a tellement débordé avec l'affaire Dyatlov. Dans une de mes actualités de la semaine, c'est le fait que Google, qui est également propriétaire de YouTube, a annoncé il y a quelques jours qu'il allait changer son algorithme de manière à ce que dans YouTube, les premières vidéos qui sortent ne soient plus des vidéos conspirationnistes. Si les gens allaient faire une recherche, par exemple, dans YouTube, et entraient simplement des mots comme 11 septembre ou Terre, planète Terre, les premières suggestions de vidéos qui sortaient, c'était justement des vidéos qui faisaient la promotion de la Terre plate, qui faisaient la promotion de que l'affaire du 11 septembre était un coup monté de l'intérieur par l'administration Bush. Donc, c'était ces vidéos de théories conspirationnistes. Certaines peuvent être plus ou moins intéressantes, plus ou moins discutables, d'autres sont tout à fait farfelues, mais peu importe, ce sont les premières vidéos qu'on nous proposait. Et c'est vrai que cette façon de fonctionner de YouTube avait soulevé des tollés de la part des milieux académiques et aussi des milieux professoraux. C'est-à-dire que si toi ou moi, on s'en va sur YouTube et on tape, planète Terre, et on voit une vidéo qui nous arrive en pleine face, la Terre plate, on suppose que les gens éduqués, les adultes, ont les outils nécessaires pour pouvoir faire un décantage et séparer le bon grain de l'ivraie. Malheureusement, on le sait, il y a plein de jeunes, 12, 13, 14 ans, qui vont faire des recherches sur YouTube et vont être soumis à ces vidéos, les attentats du 11 septembre, les chemtrails, la Terre plate. Et ces jeunes-là n'ont peut-être pas tous les outils intellectuels pour comprendre ou en tout cas faire le décantage de l'information. Et ça avait été dénoncé par les milieux académiques, ça avait été dénoncé par les milieux professoraux. Et finalement, Google a décidé qu'il allait changer les algorithmes de manière à ce que si on fait une recherche dans YouTube, ce ne soit pas ces vidéos conspirationnistes, entre guillemets, qui soient les premiers. Non pas qu'on veut les éliminer, c'est la liberté d'expression, et ces vidéos, d'une certaine façon, ne violent pas les règles de YouTube. C'est rien, ça n'entraîne pas, on n'est pas ici dans la promotion d'un discours haineux, c'est pas de la pornographie, tu comprends, il n'y a pas d'éléments là-dedans qui sont condamnables par YouTube. Néanmoins, on comprend l'aspect un peu frivole de ces affirmations. Et ce que YouTube veut faire, c'est que les gens qui vont vouloir avoir accès à ces vidéos pourront le faire, mais en étant beaucoup plus spécifiques dans leur demande. Donc, si tu rentres simplement 11 septembre, ce n'est pas un vidéo conspirationniste sur les attentats du 11 septembre qui vont sortir. Si tu veux vraiment avoir accès à ces vidéos qui entretiennent les théories du complot, tu devras rentrer théorie, complot, 11 septembre. Donc, tu comprendras, tu devras mettre plus de mots-clés pour pouvoir avoir accès à ces fameuses vidéos. Donc, même si YouTube dit que tout cela ne représente que 1%, ces fameuses vidéos conspirationnistes ne représentent que moins de 1% de ce qui se retrouve sur YouTube, elle va quand même agir de manière plus diligente, de façon à ce que les vidéos auxquelles les jeunes soient exposés ne soient pas forcément des vidéos à teneur conspirationniste. Tu sais quoi, je suis un peu mitigé parce que s'ils sont capables de faire ça avec le mensonge, alors ils seraient capables de faire ça avec la vérité. Absolument. Absolument. Maintenant, donc, est-ce que tu es prêt à répondre à mes preuves scientifiques des platistes? Des preuves scientifiques. Oui. J'ai trouvé ça pour toi et je me suis dit, tiens, quel excellent moment d'humour que nous aurons ensemble. Oui, vas-y, donc quelques-unes. Voici. L'horizon est plat. Peu importe où vous êtes dans le monde, l'horizon est constamment plat. Toutes les photos, les vidéos de ballons amateurs, d'avions et de drones démontrent que l'horizon est parfaitement plat. Donc, la Terre est plate. Donc ça, c'est une affirmation qui est fausse. Donc, il y a certains endroits dans le monde où si tu regardes au loin, par exemple, si tu prenais une photo de l'océan, tu peux voir une très légère... parce qu'il faut savoir que la Terre est quand même très grosse, là. Donc, au niveau de ce que tu vois sur l'horizon, mais
il y a une déclinaison de chaque côté. Donc, on peut voir cette courbure de la Terre et vraiment noter la courbure de la Terre, on peut le voir à partir de 35 à 40 000 pieds. Donc, au moment où les gens se trouvent dans un avion à haute altitude, si on prend une photo de l'horizon, on voit évidemment, ça se voit pratiquement pas à l'œil nu, mais si on fait une ligne d'horizon, on va voir que de chaque côté, il commence à y avoir un décalage. À partir de 50 000 pieds, cette déclinaison est encore plus marquante. Donc, les gens qui volaient sur Concorde, tu te rappelles cet avion français et britannique, le Concorde, son altitude de croisière était à peu près de 50 000 pieds. À 50 000 pieds, on pouvait voir, bien sûr, cette courbure de la Terre de manière plus prononcée. Et évidemment, je te rappelle qu'il y a toutes les photographies prises depuis l'espace, où là, bien sûr, on voit la Terre dans sa presque totalité. Là, quand on parle des photographies prises sur la Lune ou les photographies prises sur la Lune, bien sûr, on voyait le globe terrestre au complet. De l'espace, comme de la station orbitale, par exemple, on voit très, très bien cette courbure de la Terre, là. Bon, mettons que je te le donne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tu comprends que pour pouvoir aller de l'avant avec une affirmation comme celle-là, il faut avoir une espèce d'explication ad hoc, c'est-à-dire une fuite en avant. Tu fais une affirmation, dire oui, toutes les photographies de la Terre, on ne voit pas cette courbure. Et là, je te dis, on la voit à partir de 50 000 pieds, assez bien, comme sur Concorde. De l'espace, on la voit encore mieux, de la station spatiale. Et de la Lune, on voit la Terre au complet. Alors là, il y a une fuite en avant. C'est, ah oui, mais là, toutes ces photographies sont truquées. C'est la NASA, c'est la méchante NASA. Mais il faut savoir que la NASA n'est pas la seule organisation qui a accès à l'espace. Il y a au moment où on se parle plus de 70 pays qui exploitent l'espace, que ce soit par des satellites ou encore par des programmes spatiaux indépendants. Et il faudrait donc que toutes ces organisations, tous les gens qui travaillent dans ces organisations fassent tous partie du complot. Et je suis pas convaincu dans les années 50 ou 60, lorsqu'il y avait cette fameuse guerre, cette course à l'espace. Je suis pas convaincu que si la NASA avait dit que la Terre était plate, je suis pas convaincu que les Russes leur auraient emboîté le pas. Bon, OK. Mettons que je te donne. Je vais barrer ça ici. Horizon plat, c'est faux. Ensuite, oui. Est-ce que t'es prêt? Oui, vas-y. La gravitation. Selon la science, la force de gravité est tellement forte qu'elle retient les océans et toute chose vers le centre de la Terre. Et si c'était le cas, nous ne pourrions pas sauter et les oiseaux ne pourraient pas voler. Par ailleurs, tout ce qui flotte résiste à la pression de l'eau. Pourquoi la force de gravité n'agit-elle pas? Et tout ce qui est moins lourd que l'air monte vers le ciel. Où est la gravitation pour retenir les ballons d'hélium? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Christian Page? Hein? Écoute, faudrait poser la question à un physicien. Là, tu me poses une question d'ordre physique. Bon, c'est sûr que la force gravitationnelle, elle est présente sur toutes les particules. Donc, chaque particule est attirée. Donc, mais faut bien comprendre que lorsque l'on envoie un véhicule dans l'espace, il faut combattre cette force. En fait, la gravité, elle est là partout. C'est-à-dire que lorsque toi, tu es debout, tu combats la gravité, ton cerveau, tout ton corps combat la gravité. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait qu'au fil des ans, plus on vieillit, plus notre colonne, plus les disques spongieux qui sont, par exemple, entre les vertèbres, vont s'affaisser, s'écraser, les articulations vont s'affaisser, parce que tout au long de notre vie, notre squelette travaille ou agit contre cette gravité, cette force de gravitation. C'est ce qui fait d'ailleurs que les astronautes dans l'espace doivent continuellement s'entraîner. On dit souvent que les astronautes deviennent plus grands. Et c'est un peu vrai. Parce qu'ils sont dans l'espace, la force gravitationnelle est moins grande. Donc, il y a l'attraction s'exerce moins sur leur corps. Et les disques spongieux, par exemple, qui se trouvent dans la colonne vertébrale, vont un peu prendre de l'expansion. Donc, quand ils reviennent sur Terre, ils peuvent être un petit peu plus grands qu'au moment du départ. Et s'ils ne font pas de l'exercice, tu comprendras que tous les muscles ne travaillent plus de la même façon, parce que dès qu'on est debout, dès qu'on marche, en dehors du fait de marcher, qui est une action elle-même, qui va nécessiter une force physique, une articulation musculaire, même si tu es debout, immobile, tes muscles vont quand même travailler à combattre imperceptiblement cette force gravitationnelle. En particulier pour le reste, quand tu prends une petite tasse. Ouais. Là, quand on envoie un ballon dans l'air, etc. Là, il y a plusieurs règles qu'on doit respecter. C'est sûr que
l'air a des composantes. Si tu utilises, par exemple, un ballon que tu vas remplir, que tu vas gonfler d'hélium, ben évidemment, l'hélium étant un gaz plus léger que l'oxygène, par exemple, ben il va monter, il va chercher à monter. Donc ça, en fait, c'est l'oxygène qui écrase le ballon parce que sa force gravitationnelle, c'est un gaz qui est plus dense et l'hydrogène va avoir tendance à monter, ce qui va faire que ton ballon à l'hydrogène va monter. Mais si t'envoies un avion, t'envoies une fusée, ben évidemment, les moteurs ou la réaction de la fusée, hein, les turbines, devront fournir une force qui va combattre la force gravitationnelle. OK, donc je continue là. Ouais. Je regarde là les preuves scientifiques des platistes. Je vais essayer de pas rire, OK? Le soleil ne se lève et ne se couche pas. Il se trouve à une altitude constante et ne fait que passer. Tout ceci n'est qu'une histoire de perspective. Si vous regardez le plafond au-dessus de vous, puis vous observez le plafond au fond de la pièce, vous aurez l'impression que le plafond au fond de la pièce est plus bas. La Terre est plate et immobile. Quel petit garçon. Écoute, si la Terre était plate, on expliquerait, bon, parce que là, il faut imaginer toutes sortes de mécanismes pour expliquer d'ailleurs les fuseaux horaires. Hein. Pourquoi est-ce que il est en ce moment 8 heures ici, puis il est 2 heures du matin en France. Donc là, on a un problème. Comment expliquer que ici c'est le jour et en Australie ici c'est la nuit et le jour en Australie. Donc là, on imagine un petit soleil qui réussit à pas trop éclairer la surface de la Terre, mais quand même on le verrait. C'est-à-dire que si j'allume une lampe dans une pièce, et même si je suis dans une autre pièce plus loin, ben je vais quand même voir la lueur de la lampe dans la pièce plus loin. Donc cette lampe, le soleil qui éclairerait l'Australie, ben depuis l'Europe, on verrait cette lumière-là. On verrait quand même le halo de cette lumière-là. Et on ne voit rien, c'est parce qu'en fait, le soleil éclaire de l'autre côté. Il faut quand même se rappeler, Yannick, que dans ce type d'affirmation, d'ailleurs, quand on regarde dans l'espace, partout, on ne voit que des sphères, hein. Donc toutes les planètes sont rondes, les étoiles sont rondes, même les satellites des planètes sont rondes. Hein. Il faut vraiment que le satellite soit très petit. Hein. On pense par exemple à Proxima Thule, puis même la Proxima Thule dont on a vu les photographies là, en début d'année, qui est un corps très éloigné qui se trouve dans la ceinture de Kuiper. En fait, c'est l'objet le plus éloigné vers lequel on a envoyé un satellite, hein, c'est le satellite New Horizon, une sonde qui avait photographié il y a 2 ans, qui avait photographié la planète Pluton, la planétoïde Pluton. Donc New Horizon, avant qu'il quitte définitivement le système solaire, les contrôleurs l'ont aligné sur une trajectoire où il est passé près d'un gros objet qui se trouve dans la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est littéralement la limite de notre système solaire. Et là, on a vu des photographies en début d'année de cet objet Proxima Thule qui est comme 2 sphères, qui est 2 boules qui sont collées l'une sur l'autre. Hein. Il y a eu visiblement une collision et les boules se sont amalgamées l'une sur l'autre. Mais quand on regarde les objets plus petits, peuvent avoir des formes un peu étranges. Hein. L'une des lunes de Mars, par exemple, ressemble à une patate plus qu'une sphère. Mais plus un objet est gros, plus il est volumineux, plus il aura tendance à prendre l'aspect d'une sphère. Alors, il faudrait que dans l'univers, il n'y ait qu'une exception et que ce soit la Terre. Et pourquoi la Terre serait plate? Et surtout, il faut se demander quel serait ultimement l'objectif visé. C'est-à-dire, pourquoi des organisations comme la NASA, les 70 organisations spatiales qui existent, là, donc les organisations qui envoient des satellites ou qui envoient des sondes sur des planètes. Pourquoi tous ces gens-là feraient-ils partie d'un complot pour nous cacher que la Terre est plate? De toi à moi, là, que la Terre soit plate, carrée ou qu'elle a la forme d'un losange, ça change quoi? Ça change absolument rien. Donc, il n'y a pas un objectif ultime qui est visé vers ça. Là. OK. Je termine avec ça, Christian Page. Oui, vas-y. Pour les preuves scientifiques des platistes. Là. D'ailleurs, faut dire que dans un exercice de rhétorique de ce type-là, c'est celui qui fait l'affirmation qui doit prouver son point. Moi, je n'ai pas à prouver que la Terre n'est pas plate. Tu comprends? Donc, c'est parce que, tu sais, sinon, prouve-moi que le Père Noël n'existe pas. Ouais, prouve-moi que les gnomes ou que les farfadets n'existent pas. Ouais. Prouve-moi que les fantômes n'existent pas. Dans un exercice de rhétorique, c'est celui qui fait l'affirmation qui doit prouver son point. Et je termine avec ça, OK? Vas-y. Les étoiles sont en cercle. Les observations démontrent que les étoiles se déplacent très lentement et en forme de cercle. Toutefois,
La science nous indique que le système solaire avance à 675 km/h dans l'espace et que la Terre tourne seulement sur elle à une vitesse de 1600 km/h et se trouve en orbite autour du Soleil à 108 000 km/h. À partir de là, comment peut-on expliquer que le ciel étoilé ne ressemble pas à un véritable feu d'artifice la nuit, mon cher Christian? Parce que c'est trop loin. En fait, les vitesses dont tu parles, comparées à la distance, c'est un peu comme si parce qu'on n'a aucune idée, hein, ça devient excessivement abstrait d'essayer d'imaginer les distances qui nous séparent des étoiles. C'est un peu comme si toi tu roules en voiture, tu prends un point à l'horizon, par exemple, une montagne, et tu commences à regarder à ta droite ou à ta gauche, tu commences à regarder, par exemple, des piquets de clôture. Les piquets de clôture, et tu roules à 60 km/h sur l'autoroute. Les piquets de clôture, évidemment, se déplacent très, très rapidement, les uns après les autres, au fur et à mesure où tu avances. Pourtant, la montagne que tu regardes au loin, elle ne bouge presque pas. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que les objets près de nous se déplacent. Évidemment, tout le système solaire se déplace ensemble. C'est une espèce de mobile qui tient à lui seul. Donc, il se déplace dans l'espace. Mais les étoiles sont si éloignées de notre propre système solaire que le déplacement, parce que les étoiles se déplacent, hein. Si on fait par exemple une carte de la position des étoiles à l'époque de l'Égypte antique, par exemple, versus les étoiles aujourd'hui, donc on a à peu près 4500 ans, là, si on remonte à l'époque de la construction des pyramides, on a à peu près 4500 ans, les anciens Égyptiens qui ont construit les pyramides ne voyaient pas exactement le même ciel étoilé que les Égyptiens qui habitent aujourd'hui au Caire. Donc, les étoiles se sont déplacées. Mais les distances sont si grandes que ces déplacements-là sont imperceptibles au quotidien, là. Ce sont des déplacements qui deviennent perceptibles sur des centaines, sinon des milliers d'années. Oui, et puis même affaire quand on est au sol, puis on voit un avion de ligne qui est à sa vitesse de croisière, qui est à plusieurs dizaines de mille pieds dans les airs. On a l'impression qu'il va lentement, mais il est entre 800 km/h puis 1000 km/h à peu près. Voilà. Et si le petit avion Cessna qui passe au-dessus de ta tête, lui, en quelques secondes, il a traversé le ciel au complet. On fait une courte pause, mon cher Christian, on vient? Oui, absolument. Radio X Files. Radio X. Le show du matin week-end avec Robbie Moreau. Et à la fin de semaine, complètement déconnecté. On a demandé à Robbie d'être un peu plus léger. Ça n'a pas de sens. Mais c'est pas facile. Tweet pas, Facebook pas, pis parle pas. Vraiment pas facile. Le show du matin week-end avec Robbie Moreau et Yannick Tremblay. Samedi et dimanche. Radio X. Présenté par le prisdugros.com. Avec le plus gros inventaire d'occasion au Québec, votre véhicule, on l'a en stock et au plus bas prix. Visitez l'une de nos 4 concessions dès maintenant. En 90 minutes. Hey, Pierre Méthode, salut! Y a pas une histoire aussi en bas de la ceinture? Toi, t'es comme un avion avec juste un moteur. Ouais, ben non, c'est pas juste un moteur, j'étais à 2 moteurs. Et j'avais 3 moteurs. Hein? T'avais 3 moteurs. Viens le show, là, après ça, on demain. Je te montrer des photos pis tout. Avec DH. Lundi au vendredi, 18h. Radio X. Présenté par le Village Nordique. La pêche blanche est de retour au Village Nordique. Viens pêcher en gang ou en famille cet hiver au Port de Québec. Réserve ton igloo au villagenordique.com. Connaissez-vous Annex Gym? C'est un service d'entraîneur privé à domicile avec un gym mobile complet dans une remorque chauffée et climatisée. Entraînement privé, semi-privé ou de groupe. Programme d'entraînement et plan alimentaire. L'ultime solution d'entraînement à votre porte. AnnexGym.com. Grande vente à l'entrepôt de liquidation ADM Sport. Jusqu'à 70% sur casque, vêtements et accessoires de moto, quad et motoneige. Jusqu'à 70% de rabais. Heure d'ouverture sur admsport.com. L'entrepôt de liquidation ADM Sport. 1884 Amel, Québec. S'amuser, boire et manger. Doolies vous fait une offre exceptionnelle pour la journée de la grande finale du football américain le dimanche 3 février. Toute la journée et la soirée, les ailes seront à 25 cents plus taxes. Et n'oubliez pas le combat de championnat du monde WBO des mi-lourds entre Alvarez et Kovalev samedi soir. Les offres peuvent varier selon l'établissement. Détails sur place. S'amuser, boire et manger. Ce 15 février, on vous attend pour la 5e édition de la soirée glamour des célibataires du Carnaval au majestueux Fairmont, le Château Frontenac. Le plus gros rassemblement de célibataires de tous âges au Québec. On vous attend en grand nombre. Infos et réservations, célibatairequebec.com. Une présentation Radio X. T'as un problème de pied?
Achète tes orthèses plantaires du fabricant aux Orthésistes du Pied de Québec. 375 rue Soumande. Pa, qu'est-ce que tu fais là? Comme ça, monsieur fait sa salle de bain. Ah oui? Puis tant qu'à faire sa salle de lavage, te gage? Oui. Sans moi. Ben là, j'ai pas besoin d'aide, pa. C'est pas comme ça que je t'ai élevé, David Eugène Morissette. Dans notre famille, on partage. Bon, tosse-toi, rentre mes outils. Jusqu'à mercredi, chez Renault Dépôt, profitez de gros rabais en magasin tels que 20% sur toutes les tuiles de céramique et de porcelaine et 20% sur les portes intérieures Métris. En magasin et en ligne, des conditions s'appliquent. Renault Dépôt, le choix des rénovateurs depuis 25 ans. Pour vos réunions d'affaires, ateliers, formations ou conférences, pensez au salon privé du Resto-Bar Le Commandant du complexe Capital Hélicoptère. Leur location est sans frais le midi et le soir et les salons peuvent accueillir de 10 à 80 personnes. Équipement audiovisuel et services professionnels. Lecommandant.ca. Problème de drogue? Narcotique Anonyme ne fait qu'une seule promesse, c'est qu'il est possible de vivre sans consommer. Tu veux arrêter? Narcotique Anonyme peut t'aider. Appelle au 1-800-879-0333 ou 514-249-0555. Le tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec fête ses 60 ans. 120 équipes venant de 19 pays. Une ambiance électrisante du 13 au 24 février au Centre Vidéotron. Seulement 8$ par adulte et 2$ pour les enfants de 14 ans et moins. Tournoi pi-oui.qc.ca. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. On parle maintenant de mythes et légendes, mon cher Christian. Allons-y avec David Mani. David Mani de darkstories.com. Salut David! Salut Yannick, salut Christian, bonsoir, ça va bien? Ça va oui, ça va bien, toi. Merci de le demander. Oui, toujours. La mère Nollet. Qui est cette mère Nollet? Ou sorcière de Beauport. De Beaumont. De Beaumont, oui, pardon, oui. Moi aussi, je me trompe souvent. Mais oui, c'est ça, à soir, je pensais vous parler de la curieuse histoire, de la sorcière de Beaumont. Vous savez, le Québec est riche de contes et légendes, oui. Puis il est aussi de personnages légendaires qui ont marqué l'imaginaire collectif, là. C'est le cas de la mère Nollet, aussi connue comme la sorcière de Beaumont, ou la Nolette, tout simplement. C'était une sorcière qui avait une réputation assez répandue, puis que des gens de partout dans la colonie venaient la voir pour la consulter puis profiter de ses dons divinatoires. D'abord, David, où ça se trouve, ce Beaumont? C'est dans le comté de Bellechasse. Ouais. C'est juste à côté de Lévis, Christian. Ah, OK. Exactement. Fait qu'on est très, très régional ce soir. Oui, donc, on comprend que ce coin-là, ils ont eu 2 sorcières, là. Ils ont eu aussi la Corriveau, là. Ouais. Oui, c'est les méchantes femmes, si on veut, de cette région-là. Ah, Québec! Oui. Faut dire que, à différence de la sorcière de Beaumont et la Corriveau, la différence c'est que la Corriveau, c'est très bien documenté du fait qu'elle a eu un vrai procès. On sait que la femme a vraiment résisté, tout ça. La Beaumont, c'est un petit peu plus vague, là, si on peut dire, la Nolette, là. OK. Mais il faut savoir que dans le cas de la Corriveau, d'ailleurs, le procès n'était pas pour sorcellerie, hein. C'est un truc qui s'est ajouté avec le temps. C'est un procès pour meurtre. Elle est accusée d'avoir assassiné son 2e mari. Elle va, à un moment donné, on associe son père au crime. Bon, c'est vraiment une affaire sordide de meurtre et on raconte que durant le procès, évidemment, des gens qui vivaient dans le coin, qui connaissaient le Marie-Joseph de Corriveau, disaient oui, elle s'adonne à toutes sortes de trucs bizarres, l'herboristerie, elle connaît le secret des plantes. Et donc, peu à peu, cette réputation de sorcière va apparaître dans la culture populaire. Dans le cas dont tu nous parles, on n'est pas dans les mêmes eaux. Non, là, on parle d'une vraie sorcière. Une vraie sorcière, on s'entend. Une des versions très divertissantes et probablement la plus romancée de la légende de la mère Nolette se retrouve dans le livre des créatures fantastiques, Le Diable au Québec, qui est paru aux éditions Perrault. Okay. C'est la version qu'on va souvent entendre, là, que les conteurs vont souvent raconter. C'est une version très fantastique. On raconte que la mère Nollet vivait au bout de la pointe à Lévis, en bordure de la paroisse de Beaumont. On prétend qu'elle avait prédit la chute de Québec, elle avait prédit par la conquête anglaise, elle avait annoncé la mort du pape Benoît XIV et l'élection du cardinal qui allait lui succéder. On la présente comme une adoratrice du diable qui pratiquait le sabbat puis qui forniquait avec le Satan une fois par mois. Mais là, on est au 16e, 17e siècle. Oui, exactement. On est au 17e siècle. Puis la dame a quand même un âge vénérable de 75 ans. Puis elle suivrait encore à des ébats sexuels avec Satan.
Ce qui lui permettait de récolter de la semence puis de l'utiliser dans ses potions magiques. Ouais, avec ces potions-là, elle raconte qu'elle pouvait faire parler les morts, elle aurait fait rajeunir des femmes, puis même guérir des maladies. Et tout ça grâce à la semence du diable. Oui, parce que même la ménopause n'empêche pas le diable de passer à l'acte. Et évidemment, il y a plusieurs versions à cette histoire-là. Une des versions qui est intéressante est rapportée par Philippe-Joseph Aubert de Gaspé, qui est le dernier seigneur qui a eu Saint-Jean-Port-Joli, puis qui est aussi un auteur de deux romans, de romans puis ses mémoires. Puis d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu le problème avec la sorcière Nolette, c'est que la plupart des références qu'on a sont tirées de la littérature et non pas vraiment d'archives véritables, analysables, si on veut. Donc, on peut se demander si c'est pas simplement une espèce de mythe qui a pris forme sous forme littéraire, plutôt que d'un événement ou d'un fait divers historique. Oui, mais aussi, c'est certain qu'on nage entre deux eaux aussi, mais il faut dire que c'est quand même assez commun, là, les diseuses de bonne aventure, on en a encore d'ailleurs aujourd'hui, à savoir à quel point la réputation... Ouais, c'était aussi un peu dans la mode du temps, là, c'est-à-dire que les histoires de sorcellerie, de sorcières, hein, on est, si tu me dis que c'est le 17e siècle, ça veut dire qu'on est tout juste au sortir des grands procès de sorcellerie qui ont marqué l'Europe. Également à Québec, on a eu quelques épisodes, et on a eu notamment un épisode de possession diabolique dans l'histoire de Barbalé, là, une servante de Beauport qui était, dit-on, qui servait chez Monsieur Giffard et qui aurait été possédée par le diable. Donc, oui, on a des éléments, on voit qu'on est ici dans une espèce de mode du temps. Oui. Puis, il faut dire que les références qu'on a viennent du livre Les Anciens Canadiens de 1863, puis des mémoires qui ont été publiées plus tard en 1866. Dans ces livres-là, Philippe-Joseph Aubert de Gaspé, il raconte avoir visité la femme en 1806, alors qu'elle était âgée de 20 ans. Puis lors du voyage, il est accompagné d'un charretier qui lui parlait de la mère Nolette pendant tout le voyage. Puis les deux hommes s'obstinaient à savoir la distance de la magie et tout ça. Puis parce que c'est ça, de Gaspé était plutôt sceptique. Fait qu'ils se sont rendus chez la mère Nolette pour que le jeune homme puisse la consulter en présence de son chauffeur. Puis là, il a fait un Christian Page de lui-même. Il a demandé à la sorcière des nouvelles de sa femme et de ses deux enfants. Puis lui, elle lui a tiré le tarot. Puis elle lui a raconté que ses enfants étaient en pleine forme, que sa femme s'ennuyait de lui, qu'elle espérait recevoir une lettre de sa part et tout ça. Alors, mais l'homme en question n'était pas marié. Exactement. Le jeune homme a rémunéré la bonne femme. Après, il est sorti de là avec le chauffeur, puis il était fier de sa shot parce que, justement, il était pas marié, il n'y avait pas d'enfant. La jeune femme avait rien vu de tout ça. Elle avait donc un peu raconté n'importe quoi. Dans cette version, cependant, qu'est-ce que Aubert de Gaspé nous raconte, c'est que son chauffeur était plutôt vexé qu'il ait ridiculisé la mère Nolette. Ce qui pourrait nous laisser croire que peut-être, au fond, c'est une vieille dame qui était quand même un peu appréciée. Un peu comme une Jojo Savard de son époque. Là. OK. J'aime la comparaison. Mais c'est une comparaison, mais ça marche parce que c'est ça quand même qu'il y a de gens partout qui vont toujours prétendre être capables de voir l'avenir, l'afterlife et tout ça. Ils vont chercher une certaine notoriété avec ça, puis ça léguait leur vie, ça leur donne une réputation. C'est un peu comme ça que je vois ça. Selon la légende, encore, l'évêque qui aurait exigé que le seigneur de Lauzon la bannisse de ses terres à cause de ses pratiques de sorcellerie, elle aurait été tuée quelques jours plus tard par les hommes du régiment Carignan. Ça, c'est qu'est-ce que on raconte, que les conteurs vont raconter, parce que les hommes du régiment Carignan auraient confondu la vieille femme avec un sorcier iroquois. Par contre, si c'est vrai que le bannissement était la pratique habituelle en Nouvelle-France, il faut dire que c'est là que les dates se mêlent un peu, parce que, selon la version de la légende, la mère Nolette serait morte en 1720, pendant que le régiment Carignan fut démobilisé en 1667, ça fait 53 ans plus tôt. Ouais. Alors, c'est peu probable que, même dans la version racontée, c'est peu probable que les hommes du régiment Carignan aient tué cette femme-là. Ou encore les dates sont des patates, ce qui est très probable aussi. Aubert de Gaspé, lui, prétend avoir visité la femme en 1606,
Et selon le dictionnaire biographique canadien, la mère Nolette serait décédée en 1819, soit 152 ans après le départ du régiment Carignan. Alors, il a fallu que ce soit plutôt les petits-enfants des soldats, ou les arrière-petits-enfants des soldats, qui en viennent à tuer la sorcière. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, on a une espèce de trame historique qui tient pas la route, justement, à cause de problèmes de date ou de personnages ou d'intervention, là. Exactement. Un fait intéressant, par contre, la date de 1819, qui est rapportée par le dictionnaire biographique canadien, quand on consulte les registres de Beaumont, on peut retracer un acte de sépulture qui date de 1819, puis qui serait celui de Marie-Joseph Nollet, qui serait décédée à l'âge très vénérable de 88 ans. Oh, OK. Est-ce que ça pourrait être la sorcière de Beaumont? On ne sait pas. Mais il faut dire que selon cet acte de sépulture, cette dernière-là ont été inhumées dans le cimetière paroissien, ce qui fait qu'habituellement, c'est pas le sort qu'on réservait aux sorcières, puis encore moins des gens qui avaient été bannis pour pratique de sorcellerie. Ouais, d'ailleurs, la Corriveau n'avait pas été enterrée dans un cimetière. Elle était enterrée à l'extérieur du mur d'enceinte du cimetière de Saint-Joseph, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, que c'était la pratique courante pour les gens qui avaient été expulsés de l'Église. Eh ben, c'est quoi, là, tu as mentionné, là, cet écrit de Gaspé, mais est-ce qu'on a d'autres sources littéraires, historiques, qui évoquent cette fameuse sorcière de Beaumont? Outre, je vous dirais, les récits de conteurs, on a aussi le fils de Gaspé, qui est Philippe Ignace de Gaspé, qui en avait fait référence dans un livre paru en 1837, un peu moins d'une trentaine d'années avant celui qui a écrit son père. Dans le livre, le roman s'appelle L'influence d'un livre. Encore là, c'est un roman qui présente plusieurs protagonistes de l'époque, là, dont le docteur l'Indienne et tout ça. C'est un livre qui est plutôt intéressant, mais encore là, tout est très romancé. Ouais. Mais non, malheureusement, on a un gros manque côté archives, si on veut, là, au sujet de cette histoire-là. Ouais. T'as tout à fait raison. Tu sais, si on compare cette histoire-là comparée à celle de Marie-Joseph de Corriveau, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que les sources historiques sont, alors qu'elles sont très bien documentées dans le cas de Marie-Joseph Corriveau, ici on nage dans une espèce de désert d'informations. Oui, exactement. Il faut dire que la Corriveau avait eu un procès, tout avait été compilé. Puis d'ailleurs, la légende de Corriveau est aussi, c'est un petit peu viré ou n'importe quoi. On dit qu'elle a tué 3 ou 4 de ses maris, des fois jusqu'à 6 de ses maris, des choses comme ça. Ouais. Pendant qu'on sait qu'elle aurait tué un de ses maris, peut-être. Le premier mari est mort dans des circonstances un peu nébuleuses, mais elle n'a pas été accusée de ça. Elle est accusée formellement du meurtre de son deuxième mari, c'est tout. Oui. Et encore là, qu'est-ce qui l'a fait passer à l'histoire? C'est surtout de la façon qu'elle a été discutée et placée dans une cage, qui était un traitement typiquement anglais, que les Anglais faisaient, ont fait en Écosse et en Irlande, et des choses comme ça, mais qu'on voyait pas ici, que les gens de la Nouvelle-France avaient jamais vu. Fait que c'est sûr que ça a marqué l'imaginaire beaucoup Absolument. Plus. Absolument. Parce qu'en Angleterre, les prisonniers de droit commun et les sorciers et sorcières étaient comme ça, mis dans des cages et exhibés sur la place publique. Mais c'était pas un sort qui était réservé essentiellement aux sorciers et aux sorcières, mais on le faisait pour les sorciers et sorcières. Alors évidemment, comme on le fait pour la Corriveau, on a fait rapidement cette association de sorcières et la mise en cage et l'exhibition comme ça sur la place publique. Oui. On peut dire que le Québec est une terre de légendes, et c'est vrai que les histoires ont tendance à être très amplifiées, mettons, avec le temps. Puis ça fait la grande joie de tout le monde. Je pense qu'on aime bien les histoires divertissantes. Parce qu'on est une gang de mamères. Ouais, mais t'as tout à fait raison, David. Il y a John Ford, le réalisateur, qui disait « Quand une histoire est devenue une légende, publiez la légende. » Clairement. David Magnier, un gros merci. Ben, merci à vous. On invite les gens sur ta page, sur ton site Internet pour avoir plus d'histoires macabres et insolites. Ta page Internet, c'est dark-stories.com. Je te souhaite de passer un beau week-end, puis on se rejase dans les prochaines semaines.
Merci. Salut. Absolument. Au revoir. Mais c'est vrai qu'on est mamans, mon cher Christian, au Québec. Oui, c'est vrai. Juste, te parler d'une sorcière à Beauport, là, ça m'a fait réagir. Et quelques secondes plus tard, j'ai eu une vague d'amour de sorcières de Beauport qui sont arrivées sur notre texto et sur notre live. Tu sais quoi, quand je suis arrivé en Beauce, ça fait déjà quelques années, la première histoire que j'ai entendue, c'est l'histoire d'une sorcière qui est encore en vie aujourd'hui. Là, j'identifierai pas le village parce que tout le monde se connaît, mais on parle d'une dame de 80 ans qui vit seule dans une maison qui est extrêmement délabrée. Et l'été, quand on passe juste à côté de cette maison-là, on voit là des dizaines et des dizaines de chats qui errent autour de la maison. Et cette dame-là ne sort jamais de chez elle. Comment elle se nourrit? Il y a personne qui le sait. Mais à ce qu'on nous dit, c'est que l'hiver, il y a de moins en moins de chats de semaine en semaine. C'est la première histoire de sorcière que j'ai entendue quand j'étais arrivé en Beauce. Ouais, mais c'est vrai que c'est comme des sujets qui sont fascinants. Les gens, et en particulier ces histoires de sorcières, parce que on n'en a pas eu ici en Amérique du Nord vraiment des affaires de sorcières. Les grands procès de sorcières se sont déroulés en Europe. On est au tout début de la Renaissance. Et ici, quand même, comme on est de culture judéo-chrétienne, qui nous vient quand même, cette culture-là nous vient quand même d'Europe, on va amener avec nous un peu les relents de tout ça. Donc, on s'inspire de ce folklore-là, de cette littérature, de cette culture de sorciers, de sorcières. Et évidemment, on va retrouver toutes sortes de légendes qui seront associées à ça. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi l'histoire de la Corriveau a été tellement déformée, a tellement inspiré la culture, qu'aujourd'hui, on est quasi, à moins d'être un historien, on peut difficilement faire le tri entre ce qui a été les événements historiques versus ce qui est devenu le folklore associé à la Corriveau. On aime ces histoires-là. Le seul grand procès dont on se rappelle ici en Amérique pour sorcellerie, c'est bien sûr les sorcières de Salem. Et dans le cas des sorcières de Salem, il y avait quand même des éléments qui étaient assez différents des sorcières Europe, parce que en Angleterre et en France, et en particulier en Angleterre et en France, les grands procès de sorcières étaient souvent des accusations, des dénonciations. Donc les gens dénonçaient monsieur, madame X ou Y s'est adonné à la sorcellerie. Il faut quand même se rappeler qu'à cette époque-là, on avait une vision très manichéenne du monde. Ce qui était bien, c'était Dieu, ce qui était mal, c'était le diable. Et à un moment donné, lorsqu'il a commencé à avoir soit des épidémies, soit des famines, c'était mal, c'était mauvais, et si c'était mauvais, c'était le diable, et si c'était le diable, forcément le diable, il y a dû quelqu'un qui l'a invité, et bien sûr, selon la culture religieuse, les filles étaient les pécheresses. Donc ça ne peut être que des femmes qui ont invité le diable. C'est pas encore ça aujourd'hui? Beaucoup moins. Donc, c'est un peu ce qui a alimenté ces grands procès de sorcières. Donc, mais dans le cas des sorcières de Salem, contrairement aux procès en Europe, souvent les procès ne reposaient que sur des dénonciations. Dans le cas des sorcières de Salem, faut quand même s'entendre, on a quand même tout un élément culturel, parce que toutes les sorcières venaient de Salem Sud, les juges venaient tous de Salem Nord, il y avait un bras de fer qui se jouait entre Salem Sud et Salem Nord, donc il y avait de la politicaillerie, si je peux dire, là-dedans. Mais un des éléments très marquants, c'est que dans le cas des procès des sorcières de Salem, il y avait des symptômes physiques. Les gens étaient malades, ce qui a amené des historiens à se repencher là-dessus et à proposer comme explication, une explication supplémentaire au-delà de la politicaillerie. Il y avait peut-être eu des empoisonnements alimentaires qui étaient dus à l'ergot de seigle, qui est un parasite du seigle, et qui entraîne des hallucinations semblables au LSD. Mais c'est très fascinant, toutes ces histoires de sorcellerie. Vous êtes sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Vous écoutez présentement Radio X-Files. Dans quelques minutes, tout juste après l'émission, le podcast au grand complet de l'émission sera disponible sur notre page Internet Radio X-Files, donc sur notre page Facebook et sur notre site Internet www.radiox.com. Radio X-Files. Notre sujet de la soirée, c'est l'affaire Dyatlov, mon cher Christian. Absolument. Et dans quelques minutes, on va entendre une entrevue très pertinente
pertinente que tu as fait cette semaine avec Monsieur Keller, pardon. Ouais, Jocelyn Keller. Et écoute, en début d'émission, je te disais que l'affaire Dyatlov était très peu connue il y a 15 ou 20 ans. On n'en parlait pratiquement jamais parce que la littérature qui se consacrait aux phénomènes paranormaux n'allait pas aux paranormaux ou les énigmes de l'histoire n'abordaient pas cette question parce qu'on avait peu de documentation. Mais depuis, l'affaire est devenue une célébrité. Hein. On en a abondamment parlé. Maintenant, presque tous les ouvrages qui traitent d'énigmes historiques abordent l'affaire du Dyatlov. Et en 2013, on a même fait un film en s'inspirant de l'affaire Dyatlov. On suit un groupe d'étudiants, ça s'appelle The Devil's Pass, et on suit un groupe d'étudiants de l'Oregon qui décident d'aller dans l'Oural, de suivre les pas du groupe Dyatlov pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et ils sont eux-mêmes les victimes, si je puis dire, d'un événement tout à fait mystérieux. Écoute, je t'ai fait un petit remontage, la bande-annonce, ça dure quelques dizaines de secondes. Écoute, on écoute ça. These were 9 experienced backpackers. You're telling me that they all got severe hypothermia at the same time on the same night? My name is Holly King. A buddy of mine said that we should make a film. This is where it happened. This is Dyatlov's Pass. We found footprints. The GPS is all screwed up. You must go rogue! No, why can't we interview Peter Karab? He's dead. You believe what everyone tells you to believe? What was that? I heard that, right? There's a door! Something's here. Ah, intriguant. Rappelle-moi le titre. The Devil's Pass. Écoute, c'est un film qui s'inspire un peu du modèle du film l'affaire du projet Blair, là, hein, la sorcière Blair. Ouais. Donc c'est des cassettes vidéo, des films retrouvés qui témoignent des derniers événements qu'ont vécu ce groupe de l'Université de l'Oregon qui ont décidé de suivre les pas du groupe Dyatlov, et comme ça on va découvrir leur histoire. C'est un film qui est assez moyen mais quand même divertissant et qui s'inspire, là, bien sûr, on aborde à maintes reprises là, l'affaire Dyatlov. Et pour les amateurs de mystère, là, je vais pas vendre le punch, mais on joue beaucoup sur certains grands mythes du surnaturel, dont on va même jusqu'à faire des références avec l'affaire de Philadelphie, une expérience où les Américains auraient tenté de faire disparaître un bateau, lequel aurait été télétransporté. En tout cas, une histoire assez fascinante. Et donc, on fait référence à ça, et tout ça c'est ce film, The Devil's Pass, inspiré directement de l'affaire Dyatlov. Écoute, sans plus tarder, Yannick, je vais t'inviter à écouter cette entrevue que j'ai faite avec Jocelyn Keller pour parler de l'affaire Dyatlov. Et écoute, on se retrouve après pour quelques précisions. Alors, sans plus tarder, je te laisse présenter le truc. Allons-y tout de suite. Jocelyn Keller, on vous présente comme un historien de l'étrange. Vous avez signé 3 ouvrages consacrés à des phénomènes étranges et inexpliqués. Et on retrouve là-dedans toute une série d'histoires à caractère un peu historique, mystérieuse, que vous décantez non pas comme un croyant ni comme un sceptique, mais comme un journaliste. Vous rétablissez les faits, vous vérifiez les informations, vous faites un tri entre ce qui est vérifié et vérifiable. Et dans l'un de ces ouvrages, en fait, dans votre livre Dossier inexpliqué, tome 1, vous évoquez dans un chapitre Mortelle randonnée au col Dyatlov, une histoire tout à fait surprenante qui, je l'avoue, pour moi, a été une véritable fascination. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire du col Dyatlov? Alors, c'est sans doute l'histoire la plus étonnante du côté soviétique. Enfin, à l'époque, c'est l'URSS, hein, c'est pas la Russie. C'est un des dossiers les plus énigmatiques. C'est l'histoire de 9 randonneurs à ski qui, à la toute fin des années 50, on est en janvier-février 59, et ces 9 randonneurs à ski vont faire une grande promenade dans l'Oural, et il va leur arriver quelque chose d'absolument inexpliqué, à savoir qu'ils vont, dans la nuit du 1er au 2 février 1959, être poussés à fuir leur tente dans laquelle ils s'étaient réfugiés pour la nuit. Ils vont tous mourir dans la nuit, dans des conditions absolument inexpliquées. On se pose d'ailleurs toujours la question de savoir ce qui leur était arrivé. Je pense qu'on va en parler, il y a énormément d'hypothèses sur le sujet. Vous parlez de skieurs, mais ils ont des caractéristiques assez particulières. Ce sont des jeunes... Ce sont des jeunes gens, hein, ils sont tous des étudiants. La grande plupart d'entre eux sont des étudiants.
donc plutôt sportifs, plutôt aguerris. Hein. Ce ne sont pas du tout des amateurs qui se sont embarqués dans une aventure qui les a dépassés. Au contraire, ils étaient bien équipés. Ouais. Il y avait tout ce qu'il fallait en termes de vêtements chauds et des choses comme ça. On parle de jeunes ici qui fréquentaient, si je ne m'abuse, l'Institut Polytechnique de Sverdlovsk, qui aujourd'hui est la ville d'Ekaterinbourg, dans le sud, au centre-sud de la Russie. Exactement. On est à peu près à 200 kilomètres à l'est de Moscou. Voilà, pour situer un peu l'endroit. Vraiment une zone assez sauvage, magnifique et assez sauvage. Et la plupart, effectivement, de ces jeunes font partie de cette école, mais pas tous. Mais ils se sont rencontrés ici ou là, et ils ont sympathisé, et ils ont l'habitude de faire des randonnées. Et là, bon, voilà, ils sont... Alors, au départ, ils sont en fait 10. Il y a 8 hommes et 2 femmes, et il y en a un qui s'appelle Yuri Yudin, qui va les abandonner assez vite au bout d'une journée, parce qu'il s'est blessé au dos. Et donc, il va pas pouvoir poursuivre la randonnée. Donc, ils vont poursuivre à 9. Donc 7 hommes et 2 femmes. Voilà. Donc tous sont jeunes, hormis un qui s'appelle Alexandre Zolotarev. Lui est beaucoup plus âgé que ses partenaires, il a 37 ans et dans la région il travaille un peu comme guide. Donc on peut imaginer qu'il les a accompagnés dans cette aventure. Et leur destination, vous l'avez mentionné, ils se dirigent vers l'Oural et en fait le point culminant de leur destination, c'est le mont Oterten qui se trouve dans l'Oural. Exactement. Il faut situer ici pour les auditeurs qu'on est en 1959 et à cette époque, il y a de grandes régions de l'ancienne URSS maintenant qui sont à peu près inexplorées. Et cette région de l'Oural est un peu encore mystérieuse et les jeunes veulent donc atteindre ce mont Oterten, qui est une région à peu près désertique. On ne retrouve que des petites communautés autochtones qu'on appelle les autochtones Mansi. Mansi, exactement. En fait, c'est une randonnée d'environ 100 kilomètres. Donc ça peut paraître beaucoup pour nous, mais pour eux, c'était vraiment... ils étaient habitués à ce genre de parcours. Ils avaient déjà fait des randonnées avant. Et ça va leur prendre... Ils sont partis exactement le 27 janvier. Et enfin, le 25 janvier, ils sont arrivés en train à Ipdel, une petite bourgade. Après, ils sont un camion qui les a conduits jusqu'à Vijay, qui est le dernier village habité qu'ils ont traversé. Et le 27 janvier, donc, ils ont commencé leur marche à pied, ou plutôt à ski, en direction d'Otorten, exactement. Et c'est le lendemain, le 28 janvier, que Yuri Yudin les abandonne parce qu'il est blessé au dos, il ne peut pas poursuivre. Et donc, ils vont cheminer à ski environ durant 3 jours, avant d'atteindre donc le 31 janvier une région de haut plateau. Et on a pas mal de détails en fait sur leur petite expédition parce que ils ont rempli un journal de bord et dans lequel ils indiquent voilà, tel jour on a fait ceci, on a planté la tente, il y avait telle hauteur de neige, on était fatigué, on a mangé ci, voilà. Donc on a des détails et on a aussi des détails. Alors ça c'est difficile d'en parler oralement, mais il y a parmi le groupe il y a des jeunes qui ont pris des photos. Et donc, on a retrouvé aussi les pellicules photos qui nous permettent de voir un petit peu ce qu'ils ont fait, les paysages qu'ils ont pris. Puis, ils se sont beaucoup pris en photo eux-mêmes. Et manifestement, ils avaient l'air tous très contents d'être là. Enfin, c'est plutôt des étudiants qui blaguent entre eux. Enfin, il y a l'air d'avoir une très, très bonne ambiance. Et là, on se retrouve, donc, on a ces jeunes. Ils sont au nombre de 9. Vous l'avez mentionné, donc, 7 garçons, 2 jeunes femmes. On est dans cette fameuse nuit qui sera funeste pour eux entre le 1er et le 2 février 1959. On sait à ce moment-là qu'ils ne sont pas quand même au mont Oterten, non? Ils sont quelques kilomètres avant le mont Oterten. Exactement, Ils ont installé leur tente sur le flanc d'une montagne, le mont Olachal. Et là, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on sait que vers 17h, ils se sont installés au flanc de cette montagne. Et ils sont à peu près, effectivement, à 10-15 kilomètres de leur destination finale. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? On aimerait bien le savoir. On sait en tout cas qu'à 17h, ils plantent une grande tente. Ils ont une seule tente pour tout le monde, hein. C'est pas des petites tentes. Ils sont à l'intérieur de leur tente. Et en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qu'on sait, c'est que quelques jours après ou quelques semaines après, ils auraient dû arriver à leur point d'arrivée, à leur destination, et avertir leur famille. Et ils n'arrivent pas et les familles ne sont pas averties. Ce sont les familles qui commencent à s'inquiéter et à demander au président de l'Institut Polytechnique d'intervenir. Et c'est lui qui, sans même attendre l'intervention de l'armée et de la police, organise une opération de sauvetage avec des professeurs et des étudiants, mais qui se met en marche le 20 février.
Donc là, après coup, on se rendra compte qu'ils sont partis, les secours sont partis pratiquement 3 semaines après le dernier message qu'on va trouver d'eux. Je ne sais pas si je suis clair. Oui. Donc, voilà. En fait, ils partent 3 semaines après ce que l'on va découvrir être le drame du col Dyatlov, comme on va l'appeler, et également ils partent quelques jours après la supposée date de retour des jeunes, parce qu'ils avaient présumé auprès de leur famille qu'ils devaient rentrer aux alentours du 10 ou du 15 février. Or, comme ils ne sont pas de retour, c'est ce qui motive cette inquiétude et éventuellement la mise en place de cette équipe de recherche. Les recherches se retrouvent donc dans la région, dans l'Oural. On est près du mont Olachal. Que vont-ils trouver et de quelle façon vont-ils trouver le groupe Dyatlov? Ils vont mettre 6 jours pour parvenir sur les lieux, déjà. Donc, ils vont arriver le 26 février 59. Et là, en arrivant sur le site, à l'endroit où ils pensent retrouver donc les jeunes étudiants, ils vont effectivement faire des découvertes plutôt macabres. D'abord, ils vont trouver un campement complètement abandonné. Et ils vont vraiment, dès leur arrivée, constater que la grande tente qui abritait les étudiants est très endommagée, comme si elle avait été déchirée depuis l'intérieur. Il faut imaginer une scène où on voit une tente complètement déchirée. Et, on voit que les gens qui étaient à l'intérieur l'ont littéralement arraché la toile pour sortir. Donc ça montre qu'il y a eu un effet sans doute de panique. Et du camp partent des empreintes de pas. Et là, les sauveteurs diront qu'ils ont vu des empreintes de bottes, de chaussettes et même de pieds nus. Et donc, ils suivent les traces, les secouristes suivent les traces jusqu'à la lisière d'un bois, qui est situé à peu près 1,5 km au nord-est du campement. Et là, sous un grand sapin, ils repèrent les restes d'un feu de camp et 2 corps inertes, donc 2 corps de 2 des étudiants. Et les 2 hommes sont déchaussés, ne portent que leurs sous-vêtements. Ensuite, ils vont chercher, puis ils vont en trouver encore 3 cadavres. En revenant un petit peu vers le campement, ils vont trouver 3 autres cadavres, dont le chef de l'expédition, qui s'appelle justement Dyatlov, et c'est justement Igor Dyatlov qui va donner son nom à cette histoire. Et donc là, ils se disent, il est arrivé quelque chose. Mais aucun de ces randonneurs morts n'a été en tout cas, ils ont été blessés, mais c'est sans doute des blessures qui se sont faites eux-mêmes en fuyant. Mais ils n'ont pas été assassinés, ils n'ont pas été massacrés, voilà, il n'y a rien de tout ça. Donc, pas de marque de violence apparente sur le corps des individus. Exactement. Donc ça intrigue beaucoup les sauveteurs, en se disant, mais qu'est-ce qui a pu leur arriver? Pourquoi ont-ils fui dans la nuit comme ça? Il manque encore 4 membres de l'équipe, et en fait, alors là j'anticipe un peu, mais en fait, on va les trouver bien plus tard, vers le mois de mai, quand la neige va fondre, on va retrouver les 4 derniers corps. Mais donc entre le moment où on a trouvé les premiers corps et puis la découverte des autres corps, il va se passer donc à peu près 2-3 mois. Et là, on va commencer sur les premiers corps forcément à faire des autopsies, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, on comprend que toutes les victimes sont mortes d'hypothermie, c'est-à-dire sont mortes de froid. Alors certes, il y en a un, Slobodin, qui a le crâne fracturé. Mais cette blessure n'a pas causé sa mort, donc il a essayé de monter peut-être dans un arbre, et il est tombé de l'arbre. Mais en tout cas, c'est pas ça qui a provoqué sa mort. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est totalement stupéfiant, parce que tous les étudiants sont tous morts de froid, et pour une raison totalement inconnue. Donc quand on parle de tous les étudiants, on parle bien sûr des 5 premiers corps retrouvés, donc les 2 premiers près de l'arbre, les 3 autres corps retrouvés en remontant un peu vers la tente, incluant donc Igor Dyatlov, et ensuite les autres corps qu'on va trouver, en fait on va les trouver au fond d'un ravin lorsque la neige va fondre au printemps, comme vous avez mentionné. Dans le cas de ces corps, il y a quand même une particularité, il y a quand même des marques de violence importantes sur les corps, et qui va alimenter toutes sortes de controverses. Oui, effectivement, il y a dans les corps qu'on retrouve ensuite, en tout cas dans un deuxième temps, il y en a un qui a une fracture du crâne, un autre qui a la cage thoracique enfoncée, et une des jeunes femmes, elle a aussi de graves fractures à la poitrine, et on retrouve même sa langue arrachée. Donc là, ce détail un peu macabre, et peut-être on l'a mis sur le compte éventuellement du passage d'un animal qui aurait essayé, sans doute commencé à dévorer le cadavre, parce que on voit mal comment sa langue aurait été arrachée par d'une autre raison, pour une autre raison. Voilà. Mais en tout cas, il y a un point qui intrigue absolument tout le monde, c'est que les corps ne présentent aucune blessure externe. Et ça, c'est quelque chose qui va très intriguer vraiment les médecins de l'époque.
qui vont dire que c'est un peu comme si la plupart des victimes avaient subi une très très forte pression, un peu celle comparable à celle qu'on peut subir lorsqu'on a un accident de voiture, et donc ça leur a infligé de graves dégâts corporels. On peut quand même supposer que comme les corps, on a retrouvé 4 des randonneurs au fond d'une espèce de petit ravin, j'imagine qu'il est vraisemblable, à tout le moins, l'hypothèse est possible, que ces jeunes se soient blessés en chutant dans le ravin. Donc, on essaie d'imaginer cet état de panique, et 4 d'entre eux, donc, font groupe eux-mêmes, et ils vont, comme c'est la nuit noire, et là, on le comprend, on est dans une région où il n'y a absolument aucune pollution lumineuse. Les seules lumières qu'ils ont, ce sont celles des étoiles. Et ils vont donc, en marchant ou en courant, ils vont donc tomber dans ce petit ravin. Donc, les blessures pourraient avoir été occasionnées par cette chute. C'est très possible. C'est très possible. En tout cas, il n'y a pas de blessure externe qui révélerait une forme d'agression ou de violence venant d'un tiers. Donc, la première grande énigme. Alors après, on a dit, des rumeurs ont circulé disant que certains corps, notamment les derniers, comment dirais-je, on avait enregistré auprès de ces corps de fortes doses de contamination radioactive. Bon, ça, moi, je le classe dans les rumeurs, pas du tout. Je n'ai trouvé aucun document, je n'ai pas vu de document vraiment sérieux qui faisait état de ça. En revanche, les proches des victimes ont dit qu'avant les funérailles, ils avaient constaté des anomalies physiques sur certains corps, que certains présentaient une sorte de hale rouge-orangée, un peu comme s'ils avaient été bronzés, voilà, enfin s'ils étaient soumis à une forte lumière solaire ou autre, et leurs cheveux étaient plutôt grisâtres, et ça les avait beaucoup intrigués. Bon, après, ce sont des témoignages, donc c'est pas toujours facile d'avoir une certitude sur ces déclarations, mais bon, on va le rajouter au dossier en disant, voilà, il y a ces témoignages-là. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dès mai 59, donc c'est vraiment très très rapidement après avoir trouvé tous les corps, les autorités soviétiques vont très vite refermer le dossier en disant qu'il n'y a pas de partie coupable. Et surtout, Lev Ivanov, qui est l'enquêteur en chef à l'époque, va résumer un peu son rapport en disant « c'est une force irrésistible inconnue qui a causé la mort des 9 randonneurs ». Donc ça, c'est sûr que ça... Alors, à l'époque, on est en 59, donc le dossier va finir au fin fond des archives du KGB ou de la police soviétique, donc on ne sait pas. On peut pas dire qu'à l'époque, les médias soient forcément très libres, hein, donc ils n'ont pas vraiment les moyens de s'informer, donc ils ne prennent que les informations qu'on leur donne. Et donc, pendant des années, cette histoire va être un peu, va doucement disparaître. Elle ne va juste subsister que parce qu'il y a une sorte de bouche à oreille qui va circuler en disant qu'il s'était passé en 1959 une histoire incroyable. Il y a quelques journalistes qui vont essayer d'écrire là-dessus. Bon, là, j'ai peut-être pas le temps de développer, mais il y a quelques personnes en ex-URSS qui se sont intéressées à la question. Et finalement, c'est vraiment à la chute de l'URSS et à l'ouverture du pays et avec en plus l'essor d'Internet que l'histoire du col Dyatlov va vraiment revenir sur le devant de la scène. C'est en fait un livre d'une certaine Anna Matveya en 2000 qui s'appelle Le mystère du col Dyatlov, qui est vraiment qui regroupe tout ce qu'elle a trouvé, enfin tous les documents sur cette enquête, les journaux des victimes, les entretiens avec les sauveteurs, etc., qui va vraiment remettre cette histoire sur le devant de la scène. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ici en Occident, et moi qui m'intéresse aux phénomènes mystérieux et étranges là, depuis des décennies, cette affaire-là était passée un peu sous le radar. On n'en avait pas vraiment entendu parler, jusque comme vous l'avez mentionné dans les années 80, lorsque l'histoire de Dyatlov va ressurgir. Ce qui est fascinant, c'est que l'histoire, quand même, dans l'ancienne URSS, était quand même entretenue par un petit groupe de gens. On pense par exemple à Sverdlovsk, qui est devenu maintenant Ekaterinbourg. Il y avait quand même une espèce de petit groupe qui continuait d'entretenir la mémoire, hein, la fondation Dyatlov, qui avait récupéré beaucoup de documents, qui avait récupéré des effets personnels, et qui se réunissait pour essayer de comprendre un peu ce qui était arrivé à ces 9 randonneurs. Mais de ce côté-ci, de l'autre côté du rideau de fer, pour utiliser l'expression consacrée, on n'avait à peu près aucune information. Cette histoire était à peu près méconnue. Et depuis les années 90, c'est devenu l'un des éléments phares des phénomènes mystérieux et étranges là en Russie,
qu'est-ce que l'on sait des événements qui se sont produits là-bas? Est-ce qu'on a des hypothèses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui semble... Parce que quand on parle d'énigmes historiques, bien sûr, on doit toujours partir du plus vraisemblable vers le moins vraisemblable. Absolument. Quelles sont les hypothèses les plus vraisemblables proposées? Les hypothèses, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va essayer de les passer en revue très rapidement. C'est ça qui fait aussi, j'ai envie de dire, le charme de cette histoire, c'est que, pour moi, elle s'apparente vraiment, on dirait les X-Files à la sauce soviétique. À savoir qu'on avait vraiment une histoire avec tous les ingrédients du mystère et aucune explication finale. Alors des gens ont dit l'explication la plus rationnelle, enfin la plus basique, on va dire, c'était que ils avaient été tués, en tout cas ils avaient dû faire face à une coulée de neige mortelle. Mais ça, c'est bon, sans rentrer dans les détails, on a des photos prises par les campeurs, on a des photos prises par les sauveteurs. Déjà, on s'aperçoit que le niveau de la neige est à peu près le même. Et si vous allez sur place, vous voyez que la colline, elle est pas si pentue que ça, et que même s'il y avait eu une avalanche ou quelque chose comme ça, ce qui aurait pu effectivement les inciter à fuir, ils auraient pu très bien s'en tirer sans mourir de froid, et ils seraient ensuite revenus à leur campement. D'ailleurs, on a retrouvé la tente. La tente n'a pas du tout été recouverte par de la neige. Voilà, ils se sont fait agresser, soit par des humains, soit par des animaux. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure les Mansi, qui est la population autochtone qui vit effectivement dans cette région. Bon, alors c'est vrai, il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que l'endroit où s'est passé le drame, les Mansi l'ont baptisé le mont des 9 cadavres. Donc c'est assez la coïncidence est assez énorme, mais il faut quand même dire que cette population les Mansi sont pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, je me suis renseigné, ils sont à peu près 13 000. Donc c'est vraiment une toute petite population. Et surtout, ils n'étaient pas trop dans cette région, ils étaient quand même à des dizaines de kilomètres de là, et ils n'avaient donc pas de raison particulière de venir dans cette zone qu'ils considèrent en plus comme un peu sacrée, et donc dont il ne faut pas trop s'approcher. Si je ne m'abuse, je pense que les Mansi avaient ouvertement collaboré avec les équipes de recherche à l'époque en 59 pour essayer de retrouver les corps. Exactement. Et puis on se dit que si, bon, admettons que parmi les Mansi, certains avaient des velléités violentes, etc., on aurait retrouvé des traces de ces gens dans la neige. Alors on n'a retrouvé que les traces des 9 randonneurs, aucune autre trace à part les leurs. Et puis peut-être que ces personnes, si elles avaient dérobé, seraient venues pour voler des objets de valeur. Or tous les objets qu'ils avaient, ils avaient des montres, ils avaient un appareil photo, etc. Tout ça est resté sur place. Il n'a absolument pas été dérobé. Donc l'hypothèse Mansi, à mon avis, ne tient pas trop la route. D'autres personnes, alors c'est vrai qu'on a dit que pas très loin du col Dyatlov, il y avait le camp d'Ivlag, qui était un camp de prisonniers politiques. Pourquoi pas alors imaginer des gens qui seraient enfuis de ce sort de goulag et qui seraient restés dans la forêt, et puis pour ne pas justement être retrouvés, se seraient débarrassés des randonneurs qui auraient été considérés comme des curieux, en fait. Voilà. Bon, pourquoi pas, mais il n'y a jamais rien eu qui est venu attester cette hypothèse. Et encore une fois, il n'y a pas de marque de violence sur les corps, autre que celle que les randonneurs se sont eux-mêmes infligées. Exactement. Alors, idem pour tout ce qui est animal. On a pensé à l'attaque d'une créature sauvage. Alors déjà, laquelle? Et puis ensuite... alors c'est vrai que des enquêteurs ont dit que les corps étaient victimes de blessures étranges, comme si on les avait étreints très fortement. Et donc, ça faisait penser à l'attaque d'une bête sauvage. Mais si on écarte les animaux connus comme l'ours, le loup, la panthère des neiges, il y en a pas. Et puis après, alors bien sûr, on pourrait parler d'un homme des neiges type Yeti ou choses comme ça, mais ça relève de la légende locale et absolument pas avérée. Et une fois encore, à supposer qu'une créature connue ou inconnue se soit attaquée à eux, on aurait retrouvé des traces. Or, il n'y avait absolument aucune trace. Alors après, on a pensé, il y a eu alors bien sûr la thèse de l'opération militaire. Les 9 randonneurs auraient traversé une sorte de zone d'essai militaire top secret, donc aurait vu des essais ou des choses militaires qu'ils n'auraient pas dû voir. Pourquoi pas, mais dans ce cas-là, on comprend pas très bien pourquoi ils seraient morts de froid. Dans ce cas-là, on peut imaginer que les services secrets soviétiques ou l'armée, on va dire, mis à l'écart ou seraient débarrassés d'eux. Et puis une fois encore, ils n'ont pas été tués, hein, personne leur a tiré dessus ou personne les a frappés, donc on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Comme on sait que l'enquête a été confiée à Lev Ivanov, qui est un ancien policier des affaires criminelles, mais l'enquête était quand même supervisée par le KGB.
S'il s'agissait d'essais militaires secrets, alors on aurait été, en haut lieu, on aurait été au courant de ce qui s'est passé. Il aurait été peu vraisemblable qu'on demande une enquête auprès des services de la police criminelle. Exactement. Alors il y a une autre thèse aussi qui était celle autour de alors on a dit soit ils avaient trop bu. Alors côté boisson, on est sûr et certain qu'ils ne sont pas partis avec de l'alcool, ils n'avaient pas de vodka ou autre chose avec eux. Ils devaient faire une bonne semaine de randonnée, ils ne pouvaient pas s'encombrer de bouteilles de vodka, c'était trop lourd à porter. Et alors des gens ont dit oui, mais ils ont peut-être mangé un champignon, une plante ou quelque chose, et ils ont eu des hallucinations, et c'est ça qui les a incités à... Ils sont partis en vrille, passez-moi l'expression, et ils auraient déchiré leur tente de l'intérieur et seraient partis en courant dans la nuit sans penser à s'habiller. Pourquoi pas, mais les autopsies n'ont rien révélé de spécial dans ce qu'ils avaient mangé, et puis et surtout, c'était des randonneurs aguerris, hein, donc ils savaient que on ne mange pas n'importe quoi, on fait attention un petit peu quand on se promène. Enfin voilà, ils savaient un petit peu ce qu'il fallait faire dans ce type de randonnée, donc difficile à imaginer aussi. Il y a une hypothèse aussi. Alors il y a beaucoup d'hypothèses. Hein. Il y en a encore 2 ou 3 autres. C'est ça qui fait aussi la richesse de cette affaire. La dernière image qui a été prise en photo sur une des pellicules photo montrait une sorte de cercle jaune, un cercle lumineux. Et donc des gens tout de suite pensaient à l'hypothèse OVNI en disant que il y avait une boule lumineuse qui s'était approchée de la tente, là, les avait terrifiés, ils s'étaient enfuis dans la nuit. Bon, pourquoi pas, mais on n'a pas, à part cette photo un peu étrange qui termine la pellicule photo, on n'a pas vraiment d'arguments pour appuyer de ce côté-là. Il y avait une thèse aussi qui est beaucoup plus récente. Je suis en train d'essayer de retrouver le nom parce que je l'ai plus en tête. Don Ecker qui avait évoqué l'idée d'une espèce de basse fréquence ou un truc semblable. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'était l'idée qu'il y avait en fait, c'était les vents qui étaient violents et qui avaient déclenché des infrasons. Et ces infrasons auraient pu engendrer un sentiment de panique générale dans le campement. Il y a eu des expériences qui ont été menées là-dessus, n'ont jamais été très très convaincantes, mais en tout cas, il est dit que certains sons pourraient, à certaines fréquences, engendrer chez l'être humain un sentiment de mal-être qui puisse aller jusqu'à la peur ou voire la panique. Est-ce que c'est ça qui s'est produit? Est-ce qu'il y a eu un son, même peut-être naturel, qui s'est produit et qui a créé chez eux un sentiment totalement inexplicable de peur et qui les a obligés à partir? Pourquoi pas, mais franchement on connaît pas beaucoup, même j'ai envie de dire pas du tout de cas de terreur panique de ce genre ailleurs, ni à cet endroit-là d'ailleurs, parce qu'on aurait pu imaginer que ça se soit reproduit, ni ailleurs dans le monde en tout cas, donc il faudrait encore prouver que ce genre d'événement peut arriver. Donc si on regarde, on a 9 randonneurs, ils sont retrouvés faiblement vêtus. Ils sont tous morts d'hypothermie. D'autres ont eu des blessures graves, mais on l'a vu, ces blessures ont pu être occasionnées par une chute dans un petit ravin. On a différentes hypothèses, mais aucune semble tenir la route. Alors, on est face à une énigme qui est ce rapport mystérieux, cette phrase très ambiguë laissée à la fin du rapport par Lev Ivanov où il dit ces gens sont morts par une force inconnue et irrésistible. Bien sûr, c'est la porte ouverte à quelque chose de tout à fait fantastique. Et j'ajouterais ce qu'il y a encore de plus curieux, c'est que Lev Ivanov, qui a été chargé de l'enquête, on l'a mentionné, ce type n'a jamais commenté l'affaire Dyatlov entre 1959, au moment où il remet son rapport, on est en mai 1959, jusqu'à son décès en 1993, il ne commente pas l'affaire Dyatlov, sauf une fois, dans les années 1990, il fait quelques réflexions, un petit journal local, qui ont de quoi alimenter, bien sûr, la controverse. Absolument. Alors, c'est là, je crois, qu'il raconte que lui, avec un autre spécialiste, avait été intrigué par les pins de la forêt, c'est ça? Vous pensez à ça? Oui, les pins de la forêt. Il mentionne qu'il est persuadé que ces gens ont vu des lumières dans le ciel. Oui, alors il parle des pins de la forêt où ont été retrouvés les corps en disant que la partie supérieure des arbres était comme brûlée. Effectivement, après, il mentionne des témoins oculaires qui auraient vu, notamment les services météorologiques et des militaires qui disent avoir vu de mystérieuses sphères lumineuses volantes dans cette région en février et en mars 59.
Et donc on a quelques témoignages effectivement de groupes. Il y a un groupe de randonneurs, des étudiants géographes qui se trouvaient à la nuit du drame à peu près 50 km au sud, et ils disent qu'ils ont observé d'étranges sphères de couleur orange justement au-dessus de la montagne où se passait le drame. Et donc l'hypothèse OVNI, en tout cas, mon avis, c'est une hypothèse qui est au moins aussi valable, sauf à apporter d'autres preuves, mais au moins valable que d'autres hypothèses un peu plus rationnelles. Ouais, bien sûr, on s'entend ici que le mot OVNI, il faut pas non plus le dénaturer. OVNI veut bien dire objet volant non identifié. Absolument. Ah non, oui. Et il faut dire que dans ses commentaires, Lev Ivanov, à ce petit journal local dans les années 90, seule intervention où il évoque cette histoire, il ne spécule pas trop sur la nature des objets. Il parle simplement de lumière dans le ciel qui aurait pu effrayer les étudiants, mais il se garde bien de donner une interprétation à ces lumières. Non, bien sûr. Oui, ça pourrait très bien être des lumières dues à des opérations militaires ou à des choses comme ça. Ouais. Il semblerait que le rapport soit quand même remonté très très haut dans la hiérarchie du Kremlin, et c'est assez étonnant parce que on sait que le régime soviétique, enfin, il y avait une ambiguïté dans le régime soviétique qui, d'un côté, prohibait tout intérêt pour le paranormal, parce qu'il considérait le paranormal comme une sorte de pseudo-religion. Et en même temps, on l'a su bien après, que le KGB et d'autres officines développaient des choses assez particulières dans des laboratoires, étudiaient les phénomènes parapsychologiques et autres. Ouais. Donc, manifestement, ce qui s'est passé au col Dyatlov a extrêmement intrigué les autorités. Alors, peut-être certaines personnes savaient de quoi il retournait, mais en tout cas, ça s'est remonté très très haut dans la hiérarchie. Ouais. On est donc d'accord qu'à ce stade-ci, si la solution de l'énigme existe, elle dort peut-être quelque part dans un dossier enterré au Kremlin, mais c'est possible. Pour l'heure, avec les faits dont nous connaissons, je pense que c'est la porte ouverte aux spéculations, mais peu de certitude. Voilà. En tout cas, il n'y a aucune hypothèse qui aujourd'hui permette d'expliquer ce qui s'est passé réellement au col Dyatlov. Jocelyn Keller, ce fut un plaisir de s'entretenir avec vous sur ce sujet du col Dyatlov qui m'a fasciné aussi. J'ai épluché les documents de long en large, essayé de trouver une solution que je n'ai pas trouvée. Comme vous l'avez dit, il y avait d'autres hypothèses aussi qui ont été évoquées, hein. Un feu qui se serait déclenché dans la tente, mais bon, comme vous l'avez mentionné, aucune des hypothèses ne permet d'expliquer tout à fait ce qui s'est produit ce soir-là, cette nuit du 1er au 2 février 1959, sur l'un des flancs du mont Olachal, dans l'Oural, l'une des plus grandes énigmes des phénomènes étranges et mystérieux rapportés dans l'ancienne URSS. Jocelyn Keller. J'ai pris un crayon, j'ai pris un papier, j'ai noté toutes les hypothèses, puis honnêtement, on n'est pas plus avancé. Non, il y a toujours quelque chose qui cloche. Hein. Je me rappelle une hypothèse qui est souvent évoquée dans les milieux sceptiques, c'est de dire dans la tente, les jeunes utilisaient une espèce de petit foyer artisanal, un petit poêle artisanal avec une espèce de cheminée qui sortait à l'extérieur. Et là, on se dit, peut-être que le feu s'est déclenché. Parce que la première réaction, tu dis, s'ils ont voulu sortir de la tente, c'est que la menace était dans la tente. Alors évidemment, la première idée qui vient en tête, c'est de dire ce petit poêle, est-ce qu'il aurait fait défaut? Est-ce que le feu aurait pris dans la tente et les jeunes ont tenté de sortir? La problématique, c'est que la tente, on a retrouvé la tente et la tente n'a aucune marque de brûlure. Alors on s'est dit, peut-être que finalement c'était non pas que le feu a pris dans la tente, mais que le petit poêle a fait défaut et que la tente s'est remplie de fumée, ce qui aurait fait que les jeunes auraient sorti rapidement pour éviter d'être asphyxiés. C'est un fait. Mais une fois à l'extérieur, pourquoi s'éloigner d'1,5 kilomètre de la tente? Les jeunes, lorsqu'ils sortent à l'extérieur, même si on considère cette hypothèse, une fois à l'extérieur, ils savaient très bien, en pleine obscurité, que s'ils s'éloignaient de plus de 10 ou 20 mètres de la tente, ils auraient été incapables de retrouver la tente en question. Donc, on attend que la fumée se dissipe parce que nos vêtements chauds, notre sac à dos, notre nourriture, nos vivres sont dans la tente.
Non, il y a quelque chose non seulement qui les a fait sortir de la tente, mais quelque chose qui les a incités à s'éloigner. Et c'est loin, hein. Il faut voir des spécialistes ont fait des espèces de numérisation de l'endroit. Ils sont très loin, là, 1,5 km à flanc de colline, c'est loin. Ils se sont très éloignés de la tente. C'était pas un danger qui était immédiat dans la tente, mais quelque chose qui les a amenés à s'éloigner de manière plus importante de la tente. Il y a 2 ans, des gens qui se promenaient au col Dyatlov, parce qu'il faut savoir, on a souvent évoqué l'expérience militaire, il faut savoir qu'à ce moment-là, les Soviétiques avaient 2 endroits où on faisait des exercices militaires, le centre de Pletsk et le centre de Baïkonour. Baïkonour, d'ailleurs, au Kazakhstan, qui va devenir le Cosmodrome, hein, c'est le Cosmodrome, pardon, c'est de là qu'on lance maintenant les fusées. Donc, c'était 2 endroits qui étaient très militarisés, où les Russes faisaient des essais. Et non pas le mont Olachal dans l'Ourthen, dans l'Ourthen, dans l'Oural. Et pourtant, on se dit, bon, si les Russes ne faisaient pas d'expérience dans l'Oural, alors pourquoi, si ce n'est pas eux, pourquoi est-ce qu'ils ont paniqué de la sorte? Et qui plus est, comme je l'ai mentionné, il y a 2 ans, des gens qui se trouvaient au col Dyatlov ont trouvé des débris métalliques qui montrent, qui sont définitivement des morceaux d'un missile balistique. Ça ne veut pas dire que c'est lié à l'affaire Dyatlov, mais la présence d'un morceau de métal qui vient, dont la forme rappelle clairement le fuselage d'un missile balistique, montre que les Russes ont quand même utilisé cette région de l'Oural pour mener des expériences militaires. Il est possible que le débris, je te parle, provienne des années 60 ou 70, donc faut pas faire une association directe avec l'affaire Dyatlov. Mais le fait qu'on ait trouvé des débris militaires dans ce secteur-là vient supporter l'hypothèse que les jeunes auraient peut-être se seraient retrouvés au centre d'une expérience militaire. Mais ce qui est fascinant avec cette histoire-là, je pourrais t'en parler encore pendant des heures, on pourrait regarder chacune des hypothèses. J'ai souvent dans une de mes conférences sur les énigmes historiques, les gens qui ont assisté, j'ai présenté la plupart des documents importants de l'affaire Dyatlov, les documents originaux dont j'avais obtenu copie. J'ai obtenu les 83 photographies qui ont été prises par les jeunes durant cette expédition. Et rien dans tout ça ne nous permet d'évoquer une hypothèse qui tient la route de A à Z et qui permet de justifier pourquoi les jeunes, non seulement ont sorti de la tente, mais pourquoi ils se sont éloignés de manière si importante de la tente dans l'obscurité. Et crois-le ou non, Yannick, sur la tente, on a trouvé, au moment où les sauveteurs arrivent sur place 3 semaines après le drame, ils vont trouver sur la toile une lampe de poche qui a été laissée là. C'est-à-dire que les jeunes, au moment où ils sortent, s'ils avaient pris cette lampe de poche et s'étaient éloignés, ils auraient pu retrouver le chemin avec la lampe de poche. On se comprend, on est dans l'obscurité totale, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a pas de lumière, là. Mais pourquoi ils sortent de la tente, ils ont une lampe de poche à l'extérieur, ils vont la laisser sur la toile et ils vont s'éloigner de cette manière-là, d'1,5 km de la tente. J'avoue que j'ai beau repasser la situation là de revoir l'ensemble des données, je n'arrive pas à émettre une hypothèse qui pourrait répondre à chacune des interrogations que soulève cette histoire-là. Mon cher Christian, je te souhaite le plus beau des week-ends. Ouais, toi aussi. On se rejase vendredi prochain, c'est tout le temps qu'on avait. Ouais, absolument. Au revoir. Bye bye. Merci. Salut.